Il est 15h, bonjour à tous et on poursuit cette édition spéciale consacrée à l'arrivée sur Terre de Thomas Pesquet. Et oui, vous allez pouvoir suivre en direct toutes les dernières manœuvres avant le point d'impact sur notre planète. Il sera alors 16h09, direct bien sûr depuis l'espace, mais aussi au Kazakhstan, en Russie, en Allemagne, à Paris, à Toulouse, avec tous nos envoyés spéciaux et nos invités en plateau. Vous voyez donc les dernières images. C'était Thomas Pesquet tout à l'heure dans l'espace. Le désamarrage de la capsule Soyouz de l'ISS. Et puis en ce moment, donc, cette arrivée progressive vers la planète Terre. Et oui, ce petit point lumineux que nous suivons et que nous allons suivre tout l'après-midi. En attendant, on va retrouver Julia Delage dans la steppe du Kazakhstan. Alors Julia, c'est dans ce vaste désert aride que va atterrir quelque part Thomas Pesquet. Effectivement, et dès que Soyouz sera posé, une équipe spécialisée sera chargée d'extraire un par un les deux astronautes de la capsule. Ils seront ensuite délicatement déposés dans une petite chaise, un petit fauteuil, parce qu'ils seront forcément très désorientés. Ils ne pourront pas marcher parce que pendant plus de 6 mois, ils n'ont pas subi la gravité, donc leurs muscles sont atrophiés. Ils seront transportés sous une tente médicalisée à l'endroit même de l'atterrissage. Ils y subiront quelques premiers examens. Ils pourront passer un rapide coup de fil à leur famille et puis ensuite ils prendront un hélicoptère direction l'aéroport le plus proche. Ce sera celui de Karaganda, tout près d'ici, au Kazakhstan. Et là, ils ne resteront pas très longtemps, le temps d'une petite cérémonie. Ils prendront ensuite un avion médicalisé direction Cologne et le Centre européen des astronautes où ils subiront de nouveaux tests, mais où ils pourront surtout enfin embrasser leur famille. Un programme bien chargé. Merci beaucoup, Julia, avec Anthony Brault pour les images. Et on en parle bien sûr avec nos invités, notre consultant Serge Brunier, et puis le docteur Stéphane Laurent, cardiologue et chercheur à l'INSERM. Alors tout d'abord, Serge, expliquons. Depuis 12h47, c'était le désamarrage de Soyouz de la Station Spatiale Internationale. En ce moment, Soyouz est en train de faire le dernier tour de Terre pour se placer et commencer sa descente vers le Kazakhstan. C'est exactement ça. Au début, beaucoup de prudence. On a d'abord redressé la Station Spatiale Internationale par rapport à son orbite à plus de 90 degrés pour pouvoir libérer par l'arrière le Soyouz qui s'est éloigné tout doucement pour ne pas risquer de mettre en danger évidemment la station. Maintenant, évidemment, nos deux astronautes sont très très éloignés de la Station Spatiale Internationale et ils commencent à descendre vers la Terre. Donc ils ont même commencé à pénétrer dans les très hautes couches de l'atmosphère. Mais pour l'instant, l'ensemble du train spatial Soyouz, c'est-à-dire ces 3 éléments, ça fait une dizaine de mètres de long, à peu près plusieurs tonnes, descend dans l'atmosphère, mais la capsule ne s'est pas séparée de ces 2 éléments. C'est pour dans un petit moment. Alors ça, c'est pour la partie technique. Voyons maintenant un petit peu, entre guillemets, la partie médicale. Qu'est-ce qui se passe pour le corps, donc, durant cette descente? Est-ce qu'on peut dire vraiment que le corps est soumis à rude épreuve? Le corps est soumis à très rude épreuve, en particulier dans toute la phase terminale. Mais je pense que surtout, il va être soumis à très rude épreuve après l'atterrissage. Ce qu'expliquait très bien votre envoyé spécial. Et on voit très bien qu'on comprend, à partir de tout ce qu'on a pu mesurer dans les modèles, les simulations et dans la station spatiale, on comprend qu'il est très difficile de tenir debout. Voilà. Grande difficulté à tenir debout parce que la pression artérielle a du mal à s'équilibrer, parce que les muscles ont du mal à porter l'organisme, parce que le système d'orientation bien droit, solide sur ses jambes ne fonctionne plus très bien. Et donc ils vont passer quelques jours à se réadapter à tout cela. Alors justement, une fois sur Terre, Thomas Pesquet prendra la direction de l'Allemagne, à Cologne. Isabelle Golens, vous êtes en direct du Centre européen des astronautes. C'est dans ce centre de l'ESA que le spationaute va passer sa première nuit pour des contrôles ensuite médicaux très poussés. Exactement, il est attendu ici entre 3h et 4h du matin. Il va arriver directement du Kazakhstan dans un avion spécifiquement affrété par l'Agence spatiale européenne. On est ici à l'intérieur du Centre européen des astronautes. C'est ici notamment qu'il s'entraîne. C'est donc un lieu que Thomas Pesquet connaît très bien et c'est ici à quelques centaines de mètres de cette salle qu'il va passer sa première nuit sur Terre. Une nuit très surveillée qu'il va passer dans un des laboratoires du centre puisqu'il sera
surveillé, suivi de très près par les médecins dans les premières heures. Les médecins vont l'aider à se réacclimater à la gravité. En somme, réapprendre à vivre sur Terre, réapprendre l'équilibre, réapprendre à marcher, à bouger la tête, à bouger les bras, puisqu'on le sait, on l'a dit, son corps a subi d'importantes pertes musculaires. Et puis, après 7 ans d'entraînement, la mission pour Thomas Pesquet n'est pas terminée, puisqu'il va subir toute une batterie d'examens. Il s'agit en effet pour les scientifiques d'engranger, d'accumuler le maximum de données sur les conséquences de la vie spatiale sur le corps humain. Et puis enfin, ici, la descente sur Terre de Thomas Pesquet est suivie par une partie de ses proches, par ses collègues et notamment par sa compagne, une femme très discrète mais qui n'a bien sûr jamais cessé de communiquer avec lui. Isabelle Gollens en direct de Cologne, en Allemagne, avec Jean-Baptiste Margotta pour BFM TV. Donc la descente se poursuit, une descente, disent certains, au risque, parce qu'il y a quand même un point crucial. Ça va se passer aux alentours de 15h30. Là, c'est quand on va rentrer donc dans la première couche de l'atmosphère. Le retour sur Terre, pour un astronaute, c'est le moment le plus délicat d'une mission. C'est là où on a eu le plus d'incidents, où c'est là qu'on a eu le plus de drames. Puisque sur les 4 drames qui ont marqué la conquête spatiale, 3 ont eu lieu au moment du retour. Un drame à bord de la navette spatiale américaine, 7 morts. 2 drames du côté russe, avec en 1967 un cosmonaute mort parce que le parachute ne s'est pas ouvert, et en 1971 3 cosmonautes décédés parce que dépressurisation de la cabine, et donc ils sont morts asphyxiés. Donc c'est le moment le plus délicat. En fait, c'est surtout à 140 km de la Terre, dans à peu près une demi-heure, que les choses sérieuses vont commencer pour nos 2 astronautes aujourd'hui. C'est le moment où le train spatial Soyouz va se séparer en 3 morceaux pour que le module orbital et le module de service brûlent dans l'atmosphère. Ça fera 2 jolies étoiles filantes, 2 météores dans l'atmosphère de la Terre. Restera la capsule où ils sont protégés, la capsule protégée par un bouclier thermique qui peut les protéger d'une température de 2000 degrés, et la capsule foncera vers la Terre. C'est très chaud au moment où on va rentrer dans l'atmosphère. C'est le frottement, oui, c'est le frottement. Alors il fait très froid dans l'atmosphère à cette altitude-là, hein. C'est moins 50, moins 60 degrés. Mais le frottement dû à la vitesse du vaisseau, hein, pratiquement à 140 km d'altitude, on doit être encore à 20 000 km/h. Le frottement dans l'atmosphère terrestre, la haute atmosphère, provoque une température qui peut atteindre 2000 degrés. Donc le frottement dans l'atmosphère terrestre va freiner naturellement le vaisseau Soyouz, qui va passer de 28 000 km/h à 800 km/h à peu près 11 000 mètres d'altitude. Donc les conditions là d'un avion de ligne, hein, 11 000 mètres d'altitude, 800 km/h, et là les parachutes vont s'ouvrir et on pourra commencer à souffler. Alors on passe de 28 000 km/h à 800 km/h. La pesanteur revient, la gravité terrestre revient sur le corps. On dit qu'on a ressenti de 4 fois notre poids naturel. Comment ça se passe? C'est un traumatisme pour le corps humain? C'est un choc violent. C'est un choc violent. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous pesez beaucoup plus lourd. Et tout d'un coup, quand vous déplacez les bras ou les jambes, mais c'est surtout les bras, vous ressentez que c'est un effort très important à réaliser. Et en plus, le système de gradient du sang dans l'organisme s'inverse tout doucement. Vous êtes en apesanteur, le sang est parti des jambes et il s'est réinstallé autour du cœur, ce qu'on appelle le compartiment central. Il va même un peu trop vers le cerveau, ce qui est assez désagréable. Et au fur et à mesure que vous revenez vers le sol, le sang retourne dans les jambes tranquillement, quitte un peu la région cérébrale et quitte un peu aussi la région cardiaque. Donc il faut que votre cœur et votre organisme soient bien remplis de volume pour qu'il ne se désamorce pas. Oui, d'où l'importance d'être pris en charge médicalement à leur arrivée. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des moyens dans l'espace de prévenir certains de ces effets indésirables? Alors, ma quantité, oui. La première chose, je pense, c'est vraiment l'exercice physique. C'est vraiment on en reparlera probablement, différents types d'exercices physiques. Et puis, une très bonne nutrition, une bonne hydratation. De façon à garder un système cardiovasculaire fonctionnel et pas perdre connaissance parce que tout d'un coup, la perfusion cérébrale va diminuer. Alors, il est 15h08. La prochaine étape, Gérard Felzer, vous nous avez rejoint également. Bonjour. C'est à 15h17. Il va y avoir l'allumage moteur pour la désorbitation. Expliquez-nous ce qui va se passer dans moins de 10 minutes maintenant. Alors, on allume les moteurs justement pour redescendre sur Terre plutôt parce que sinon, il tournerait autour de la Terre. On n'arrêterait pas. Il arrêterait quand même parce qu'il petit à petit, il s'en rapproche. Mais il choisit un angle
parfait pour pouvoir se poser au Kazakhstan. 1 degré d'écart, c'est 30 km de marge par rapport au point d'atterrissage prévu. Donc c'est très important. Et puis ensuite, comme l'a dit Serge tout à l'heure, il y a toutes les phases de préparation où il y a les déclenchements des parachutes, etc. Donc l'atterrissage va être 2 points essentiels. La mise en désorbitation avec l'angle précis et ensuite le mécanisme des parachutes où c'est un petit peu touchy. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui se mette en torche, par exemple, ce qui est arrivé déjà une fois. Et puis ensuite, l'atterrissage lui-même qui est un tout petit peu plus doux qu'avant. Mais qui a des rétrofusées à 70 cm du sol. Vous parlez d'un angle précis, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement où va atterrir Thomas Pesquet dans le Kazakhstan. Tout est possible. On sait, c'est prévu. C'est prévu, mais il y a vraiment une zone assez large. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il procède à cette désorbitation, ça va être le point critique. La prochaine phase critique, ça va être celle-là. Alors Thomas Pesquet, le Français qui aura effectué le séjour le plus long dans l'espace, son retour est donc un véritable événement que l'on suit aussi à la Cité de l'Espace de Toulouse où l'on vous retrouve Aurélie Elkias. Alors au programme bien sûr la retransmission de l'événement et des animations spécifiques. Il se frotte tellement à l'air qu'il chauffe. Oui, d'ailleurs là on est au pied d'un vaisseau Soyouz, vous voyez très bien les 3 modules. Thomas Pesquet se trouve dans celui qui est rouille. Au moment de l'entrée dans l'atmosphère, eh bien, celui qui est tout en bas et celui qui est tout en haut vont se désintégrer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de bouclier thermique autour de ces 2 modules. Le bouclier thermique se situe juste dans la partie où les astronautes se trouvent actuellement. Vous entendez peut-être un peu d'écho. En fait, il y a un monsieur qui fait un atelier chalumeau justement pour simuler l'entrée dans l'atmosphère, pour simuler vraiment ces hautes températures. On va se rapprocher de lui. Là, vraiment, il est en train de nous montrer comment vont brûler les 2 modules qui vont se désintégrer. Les 2 blancs, on vient tout juste de vous les montrer. Voilà comment ça va se passer. Est-ce que vous pouvez nous montrer maintenant ce qui va se passer pour Thomas Pesquet à l'entrée de l'atmosphère, s'il vous plaît ? Naturellement, et je vous rassure, évidemment, c'est complètement différent, puisque Thomas Pesquet... Il va pas se désintégrer, Thomas Pesquet. Non. Nous rassurez, là. Là, je vous rassure de suite, puisque l'avantage avec Thomas Pesquet et Oleg Novitsky, c'est qu'à leur module, il y a un bouclier thermique qui va protéger contre la chaleur. Voilà un bouclier thermique. On va se rapprocher de ce bouclier thermique. En fait, c'est du liège, là. Hein, c'est ça ? Alors, pour illustrer ici le bouclier thermique, qui est en réalité à base, c'est très chaud. Pour ça, je m'éloigne un petit peu. Le vrai bouclier thermique, c'est à base d'amiante, il y en a pas là, hein, je vous rassure de suite, d'amiante, de poudre de l'argile également, du kaolin. Et là, on est à combien de degrés ? Là, on est à combien de degrés ? Mettez la main, vous allez voir. Non, je plaisante. Non. 2000 degrés. 2000 degrés là ? De faire après 2000 degrés Celsius. Là, il ressent ça, là. Thomas Pesquet, lui, se trouve. Enfin, il y a beaucoup plus de centimètres, hein, quand même. Exactement. 15 cm. C'est l'épaisseur du bouclier Ouais. thermique. Là, on a fait un bouclier thermique de 5 cm. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire que là, on a vraiment 2000 Si je mets la main en degrés. dessous, qu'est-ce que je ressens ? Je peux le faire ? Alors, mais naturellement, je vais Allez. peut-être simplement. Il va rien m'arriver, hein. Je crois pas. Bah, Allez-y. Je mets la main en dessous et en fait, je ressens absolument rien. Aucun problème, pas de rien. douleur particulière. Ça veut dire que la chaleur qu'il y a à l'extérieur du bouclier thermique n'est pas conduite à l'intérieur. On est C'est pour ça rassuré. qu'à l'intérieur, oui, il y a de quoi être rassuré. C'est pour ça qu'il fait bon. Il reste combien de couches à la fin, une fois qu'il a entré l'atmosphère ? Vous avez parlé de 15 cm, il reste combien à la fin ? Il reste moins de 15 cm, c'est clair, puisque le bouclier thermique petit à petit s'érode, comme on dit. Il passe de l'état solide à l'état gazeux, hein. Il se sublime. C'est un mot qu'on fait réviser parfois aux lycéens. Et il reste toujours un petit peu de bouclier thermique, mais le peu qui reste du bouclier thermique, il est largué. D'accord. Voilà, quand les parachutes sont déployés, il y en a 3, et il est complètement largué, ce qui permet, sous bouclier thermique qui n'existe plus, du module de rentrée atmosphérique, à 6 petits rétropropulseurs de s'allumer en sens inverse de la chute pour ralentir encore plus. Ok, très bien. Et en fait, après, si on met le doigt sur voilà, et ben, si Thomas Pesquet veut ensuite toucher sa capsule, voilà ce qu'il aura sur les doigts. Il peut, C'est ça ? vous avez vu, en 15 secondes, Voilà. on est passé de 2000 degrés Celsius à pas grand-chose. Voilà, on est un peu en immersion, un peu. Merci. Et tout à coup, Aurélie, grâce à vous, hein, et bien sûr à ce monsieur qui réalise les ateliers, tout devient très concret. Merci aussi à Dominique Le Picard, hein, pour les images. Gérard Fazer, c'est intéressant ce bouclier. C'est pas du tout un matériau moderne qu'on aurait inventé l'année dernière. C'est très vieux. C'est quand même de la technologie des matériaux malgré tout. Mais Soyouz, ça a 50 ans. Et donc, la philosophie russe, eh bien, pourquoi changer quand ça marche? Et donc, effectivement, ça marche. Ils se sont améliorés. Il y a des nouveaux systèmes électroniques et tout. Mais c'est la même technologie qu'il y a 50 ans, en gros. Et donc, c'est la mécanique spatiale. Les Américains avaient fait un bond en avant avec la navette. C'est-à-dire que les astronautes restaient dans un avion spatial. Aujourd'hui, on est revenu au système ancien qui est le catapultage, la trajectoire et les parachutes à l'arrivée. Alors, ce qui est fou, c'est lors de cette entrée dans l'atmosphère, donc la température peut monter jusqu'à 2000 degrés.
Et à l'intérieur, la température ne va pas bouger justement grâce à ce bouclier thermique. Non, c'est ce que nous disait Claudie Ignoret tout à l'heure, qui a expérimenté 2 fois le Soyouz. À l'intérieur, on ne sent pas de température particulière. Et quand le Soyouz se pose, on ne risque rien non plus pour une bonne raison. Alors le bouclier est extrêmement chaud, mais il est expulsé du Soyouz à plusieurs centaines de mètres d'altitude afin de libérer sous le Soyouz des rétrofusées qui s'allumeront juste au dernier moment pour essayer d'amortir un peu le choc. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que disait Gérard à propos de technologie d'il y a 50 ans. Moi, j'ai une pensée particulière pendant que Thomas Pesquet revient sur Terre pour les astronautes des missions Apollo américaines qui revenaient non pas de l'orbite terrestre à 28 000 km/h, qui revenaient de la Lune, c'est-à-dire d'un autre champ de pesanteur et qui revenaient beaucoup plus vite. Donc l'arrivée sur la Terre était plus dangereuse, beaucoup plus rapide, et l'atterrissage était beaucoup plus rugueux. Et pour le corps, c'était encore beaucoup plus éprouvant, professeur Stéphane Laurent. Il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Ah oui, franchement. Moi, ce qui m'amuse, c'est les premières images qu'on regardait étant enfant, avec l'arrivée des astronautes qui étaient présentés sur le porte-avions. Alors ils étaient magnifiques, ils étaient debout, ils nous saluaient. L'image de la télévision avait montré l'arrivée de la navette et l'instant d'après, on voyait l'image sur le porte-avions. On avait oublié qu'entre-temps, la moitié avait perdu connaissance, qu'ils ne tenaient pas debout, ils avaient des espèces de gros malabars qui les tenaient sous les aisselles pour arriver à les garder en position verticale et montrer que finalement les choses n'étaient pas si compliquées. Mais c'était plus compliqué que ça. Et puis surtout, à l'époque, on ne restait pas tellement longtemps dans l'espace, puisque les missions lunaires ou les premières missions de la navette, c'était 2 semaines, pas plus. Alors que là, Thomas, il revient après 6 mois et demi. Ce sera pas vraiment la même chose. En 6 mois, il s'en passe des choses. Oui, et on les mettait en quarantaine d'ailleurs à l'époque, dans des caissons. On avait peur que peut-être il y avait des virus de l'espace. On avait envoyé des animaux avant, mais quand même. Alors en ce moment, Thomas Pesquet et son collègue russe, Oleg Novitsky, poursuit cette tournée de la Terre. C'est la dernière fois qu'il fait le tour de la Terre avant d'arriver sur le Kazakhstan. Ils sont donc dans le petit vaisseau Soyouz. Ils sont en position fétale en ce moment. Comme si recroquevillés un petit peu, protégés. Pas pour l'instant. Là, ils peuvent encore bouger dans Soyouz. Ils sont pas forcément harnachés. Non, c'est de la croisière là. Ils sont quasiment en apesanteur. Je pense qu'ils commencent tout doucement à sentir le champ de pesanteur terrestre revenir vers eux, mais ça doit être relativement agréable. À partir de quel moment justement ils vont se mettre en position fétale pour être c'est les 30 dernières minutes. C'est le moment où de l'explosion des boulons pyrotechniques. C'est le moment où le parachute va s'ouvrir. Vraiment au moment de l'atterrissage. Oui, c'est là où c'est vraiment extrêmement viril, comme on disait auparavant pour les atterrissages de fusées. Oui. Alors, lorsqu'ils vont arriver sur Terre, on dit qu'ils sont tous étourdis, ils vont avoir du mal à se lever. On va d'ailleurs les laisser assis pendant assez longtemps. Oui, en fait, d'abord, ils vont gagner 2 ou 3 centimètres, et donc ils vont les reperdre à l'arrivée parce qu'il va falloir supporter son propre corps. Et les réflexes sont pas tout à fait les mêmes. Sous surveillance, on peut dire que on joue pas au tennis la première demi-heure après être arrivé. Bien qu'ils se soient préparés, ils ont fait du sport, ils ont perdu entre 20 et 30% de masse musculaire, me semble-t-il. Donc il y a une réadaptation qui se fait suivant les individus, ça dépend de la sélection. J'avais fait la sélection pour être astronaute et vous m'aviez fait beaucoup souffrir à l'époque où on mettait on testait la capacité des candidats. Donc Thomas Pesquet est quelqu'un qui apparemment a une bonne forme physique et qui sera bien rétabli à l'arrivée. Justement, qu'est-ce qui se passe pour le corps durant cette mission de 6 mois dans l'espace? Alors il se passe beaucoup de choses et étonnamment, la pression artérielle ne change pas beaucoup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le débit cardiaque augmente. Les artères se rigidifient. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. On dit qu'elles vieillissent de manière prématurée. C'est ça qu'on appelle le vieillissement artériel accéléré. Et c'est ça qu'on a cherché à mesurer chez Thomas Pesquet dans cette collaboration. Les muscles fondent, les graisses se répartissent. Et ça évoque quelque chose de très particulier, qui sont les stades de prédiabète. Et on se demande si, en fait, l'absence d'activité musculaire n'a pas conduit au prédiabète. En même temps, les os se décalcifient. Et pourquoi? Parce que les muscles ne fonctionnent pas assez. Donc c'est tout un ensemble de manifestations comme ça qui fait qu'au moment où l'astronaute atterrit, eh bien, il est en bien mauvaise condition physique.
Alors s'il y a un endroit sur Terre où l'on suit particulièrement cette fin d'aventure spatiale pour Thomas Pesquet, c'est dans la ville où il a grandi. Guillaume Bertrand vous retrouve en direct de Dieppe en Normandie. Tous les regards se tournent bien sûr sur tous les écrans pour suivre ce périple. Oui, il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de fierté, mais surtout beaucoup d'impatience. Comme vous pouvez le voir, le public ici est plutôt jeune. Ce sont des élèves d'une école primaire qui sont venus assister au retour de leur idole. Et beaucoup nous ont dit combien ils étaient fiers qu'un Diepois soit allé dans l'espace. Et même, ça fait envie à certains d'entre eux, mais ils nous ont dit il faut beaucoup travailler à l'école pour aller dans l'espace. Il y a également, vous le voyez peut-être derrière moi, des photos qui sont exposées. Ce sont des photos qui ont été prises par Thomas Pesquet lorsqu'il était dans l'espace. Certaines photos, il y a même des mentions, des dédicaces à ces anciens professeurs, d'anciens professeurs que nous avons pu rencontrer, eux aussi également très fiers de l'enfant du pays parti dans l'espace. Donc tous vont suivre très attentivement le retour de Thomas Pesquet sur la terre ferme. Guillaume Bertrand en direct de Dieppe avec Anaïs Krout pour BFM TV. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Aigneret. Bonjour, astronaute. Vous avez été un des 3 Français à avoir fait une sortie extravéhiculaire avant Thomas Pesquet. Donc on voit bien sûr que cette aventure, ce retour sur Terre est suivi avec beaucoup de ferveur. Vraiment, voilà, ce métier d'astronaute, ça passionne toujours autant ? Bon, là, il faut demander plutôt au public et regarder les sondages. Mais c'est vrai que l'activité de communication de Thomas, appuyée par des moyens techniques contemporains, la dernière fois qu'un Français avait volé dans l'espace, c'était il y a 10 ans, un peu moins. C'était Léopold Eyarts. Moi, j'avais volé personnellement en 99. Pour vous situer le niveau de technologie, on avait un appareil à 1 million de pixels à l'époque. C'était les premiers appareils numériques. On n'avait pas de liaison permanente, on avait des liaisons que VHF quand on passait sur la Russie. Et donc, pour passer un petit papier d'une page, il nous fallait à peu près 9 minutes de liaison continue. Bon. Donc, c'est normal que avec cette communication plus l'émergence des réseaux sociaux, dont l'équipe de Thomas s'est très bien servie, le public a pu complètement partager son vol avec des très belles images, à la fois à l'intérieur de la station, à l'extérieur. Une équipe probablement à l'ESA, au centre des astronautes de Cologne, dédiée à cette tâche aussi. Et puis un naturel très, très doué de Thomas. Il faut dire que c'est un très bon communicant, il est sympathique, il est beau garçon, il s'exprime très bien, il est intelligent et il n'est pas rameneur, il ne se prend pas non plus pour un dieu. Donc il a toutes les qualités et c'est vrai qu'il a mené de main de maître cette mission. J'espère qu'il a fait naître beaucoup de vocations. Bon, encore qu'il n'y a pas beaucoup de places en ce moment qui sont offertes pour être astronaute, mais c'est quand même la voie de l'avenir. Et pour nous, astronautes de l'ancienne génération, c'est vrai que c'est un bonheur de voir qu'il en a une succession, et une succession de quel niveau qu'a démontré Thomas Pesquet. Oui. Alors à Moscou, on suit avec attention aussi le retour d'Oleg Novitsky, c'est le cosmonaute russe, un collègue de Thomas Pesquet. On va retrouver Jean-Claude Galli en direct. Vous êtes dans un parc d'exposition avec les navettes spatiales. Les aventures spatiales passionnent les Russes, hein ? Écoutez, celle de nos 2 astronautes aujourd'hui ne les passionne pas particulièrement parce qu'il y a des lancements à peu près tous les 3 mois, des lancements de vol habité donc vers la station spatiale de tous les 3 mois. Mais par contre, il y a un véritable culte de l'Odyssée spatiale en Russie, un véritable culte qui passe essentiellement par la personne de Yuri Gagarin, qui a été le premier homme dans l'espace en 1961. Et le centre de la Cité des Étoiles maintenant a pris son nom, il s'appelle le centre d'entraînement Yuri Gagarin. Oui, et aujourd'hui, quelles sont les ambitions russes dans le domaine spatial ? Écoutez, elles sont importantes. Par exemple, Vladimir Poutine a fait construire un nouveau cosmodrome dans l'extrême est du pays, Vostochny, qui a effectué un premier tir l'an dernier et qui sera bientôt en mesure d'en effectuer d'autres. On va bientôt fermer Baïkonour. De nouveaux lanceurs plus puissants aussi sont mis en chantier, mais ce sont des ambitions contrariées par le manque de moyens financiers qui sont dus à la crise économique. Le prix du pétrole a créé de nombreux problèmes économiques, la chute du prix du pétrole a créé de nombreux problèmes économiques pour la Russie, et aussi les sanctions économiques qui coupent la Russie d'une technologie que lui envoyaient, que lui vendaient jusqu'à présent les Occidentaux. Merci beaucoup Jean-Claude Galli, notre correspondant
à Moscou. Alors des problèmes économiques, mais rappelons quand même que Soyouz, ce vaisseau russe, c'est le seul moyen à l'heure actuelle d'acheminer, de rapatrier des équipages dans l'espace. Il n'y a plus les navettes américaines. Et non. Ni les Américains, ni les Européens ne peuvent aller dans l'espace sans les Russes. Alors, juste pour rebondir sur le reportage de Moscou, effectivement, les problèmes des Russes actuellement, on les illustre en fait avec le retour de Thomas Pesquet sur Terre. Parce que personne ne fait remarquer que dans le Soyouz qui a 3 places, en fait, ils reviennent à 2. Et s'ils reviennent seulement à 2, c'est que dans la Station spatiale internationale, il n'y avait que 5 astronautes et pas 6. Simplement parce que les Russes ont laissé une place libre, en grande partie pour des raisons financières. Donc on sent qu'il y a une grosse tension actuellement, effectivement, sur l'espace russe. Voilà pour le côté économique. Alors parlons de cette... Oui, je peux intervenir, oui, si vous voulez rajouter un mot... Il ne faut pas regarder que le côté noir, en fait. Ce qu'on peut remarquer quand même, d'abord, pourquoi les Russes sont fiers de leur astronautique. Parce que c'est un niveau d'excellence typiquement russe, pendant lequel, depuis de longues années, ils font jeu égal avec les Américains. Tout à l'heure, il a été dit que Gagarin était le premier homme à aller dans l'espace. Aujourd'hui, on peut remarquer que si les Américains peuvent aller dans l'espace, c'est parce qu'ils utilisent le vieux vaisseau Soyouz russe. Donc, ils ont de fortes raisons d'être fiers parce qu'ils sont toujours là. Et au fond, leur défi... Ils n'ont pas un grand défi à relever pour l'instant. Ils ont inspiré tout le système chinois. Hein, si vous regardez les stations, les scaphandres chinois, les véhicules chinois, ils sont complètement inspirés de la technologie russe. Ils ressemblent au Soyouz. C'est eux encore qui transportent l'ensemble des équipages des partenaires, qu'ils soient japonais, canadiens, européens et américains. Et donc, ils ont toutes les raisons d'être fiers. Maintenant, en ce qui concerne la crise économique, moi je ne suis pas économiste, mais il se trouve que j'étais en Russie à l'entraînement dans les années 91, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique, où là, il y a eu une crise économique, je peux vous dire, d'une autre ampleur. À tel point que même dans le centre d'entraînement des cosmonautes, on avait du mal à trouver des approvisionnements pour se nourrir. Et dans ces conditions-là, ils ont quand même continué à exploiter, ils ont tenu leur contrat, ils avaient un contrat avec nous pour faire une mission spatiale, et nous sommes allés 2-3 fois dans cette période dans l'espace. Donc il faut toujours regarder le côté de la face de la médaille, l'autre revers aussi, et il y a un revers fortement positif à mon avis. Vous restez bien sûr avec nous dans quelques instants, c'est la suite de notre édition spéciale. On continue de suivre en direct le retour de Thomas Pesquet sur Terre. L'astronaute a quitté la Station spatiale internationale peu avant 13h, et donc l'arrivée sur Terre est prévue à 16h09. C'est à suivre en direct sur BFM TV. Il est 15h30, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée au retour sur Terre de Thomas Pesquet. D'ici une petite minute, le vaisseau Soyouz va entrer dans la première couche de l'atmosphère. C'est un point crucial de cette descente. Et une fois qu'il aura atterri, donc Thomas Pesquet prendra la direction de l'Allemagne, à Cologne, où nous retrouvons Isabelle Golens, qui se trouve au centre européen d'entraînement des astronautes. Isabelle, c'est dans ce centre donc que le spationaute va passer sa première nuit pour toute une batterie de tests médicaux très poussés. Exactement, il est attendu ici à Cologne entre 3h et 4h du matin. Il va arriver directement du Kazakhstan dans un avion spécifiquement affrété par l'Agence spatiale européenne. Ici, on est à l'intérieur du Centre européen des astronautes. C'est ici qu'il s'entraîne notamment. C'est donc un lieu que le Français connaît très bien. Et vous l'avez dit, c'est ici à quelques centaines de mètres de ce bâtiment qu'il va passer sa première nuit sur Terre. Une nuit très surveillée dans une salle du laboratoire du centre où il va être suivi par des médecins. Dans les premières heures, les premiers jours, les médecins vont l'aider à se réacclimater à la gravité, en gros réapprendre à vivre sur Terre, réapprendre l'équilibre, réapprendre à marcher, à bouger sa tête, à bouger ses bras, puisqu'on le sait, son corps a subi de grosses pertes musculaires. Et puis après 7 ans d'entraînement, la mission de Thomas Pesquet n'est pas terminée, puisqu'il va subir une batterie d'examens, des analyses de sang, des biopsies du muscle, puisque pour les scientifiques, il s'agit aussi d'engranger, d'accumuler le maximum de données sur les conséquences d'un voyage spatial sur le corps humain. Et enfin, ici, il y a également certains de ses proches, certains de ses collègues qui suivent en privé dans une petite salle ce retour sur Terre de Thomas Pesquet.
Merci beaucoup Isabelle, merci à Jean-Baptiste Margotta aussi pour les images. Alors Jean-Pierre Aigneret, il est un peu plus de 15h30, d'après le programme officiel, c'est le moment où Soyouz entre dans la première couche de l'atmosphère. Concrètement, ça veut dire quoi? On commence à ressentir la gravitation terrestre? Ça veut dire que pour mettre ce Soyouz là, dans la configuration qu'il a actuellement, il est à 28 000, un peu moins de 28 000 km/h. C'est une masse de 7 tonnes, donc énergie, c'est un demi de MV2. Vous imaginez l'énergie qu'il représente, que sa trajectoire représente. C'est une autre manière de se la représenter, c'est que cette énergie, elle a été acquise grâce à la fusée Soyouz, qui elle-même est composée de 95% de propergol, carburant. Ça, il n'a plus. Il doit avoir une centaine de kilos de carburant à bord, au maximum. Donc, il est hors de question, techniquement, d'allumer un moteur et de freiner pour revenir. Simplement, tout ce qu'on fait, c'est freiner légèrement la trajectoire pour changer sa configuration. La trajectoire initiale, c'était celle de la station internationale, c'est-à-dire une orbite circulaire à 400 km au-dessus du sol terrestre. Le fait d'avoir freiné va transformer cette trajectoire circulaire en trajectoire elliptique, c'est-à-dire qu'elle va avoir un apogée et un périgée, c'est-à-dire un point le plus éloigné de la Terre, qui sera le même que 400 km que la station internationale, et un périgée qui va rentrer dans les hautes couches de l'atmosphère. Et c'est cette friction, en fait, qui va permettre de tuer, d'annuler cette énergie considérable pour amener le vaisseau Soyouz, qui va se séparer entre-temps, puisque au départ, il a 3 compartiments, un compartiment orbital, la capsule elle-même qui rentre au sol au milieu, et le module de service qui a le moteur qui permet de faire la désorbitation à l'arrière. La capsule qui va rentrer fait 3 tonnes environ, 2 tonnes saines exactement. C'est cette friction sur l'atmosphère qui va lui permettre de revenir sur Terre de freiner jusqu'à 100 km/h à peu près, vitesse à laquelle les parachutes pourront s'ouvrir et finalement se poser hopefully, comme on dit en anglais, dans le territoire du Kazakhstan. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez bizarre. D'ailleurs, c'était un des objectifs, une des curiosités que j'avais pour mon premier vol, c'était de voir qu'est-ce que c'est que cette rentrée dans l'atmosphère. Entrer dans l'atmosphère, ça veut dire entrer dans le plasma. Pourquoi? Et on le ressent en tant qu'astronaute à ce moment-là? On le voit d'abord, on ne ressent rien. Moi je pensais que, vous savez, le plasma, c'est cette atmosphère ionisée qui est autour du véhicule, qui a été ionisée par la chaleur de la friction du véhicule qui entre brusquement dans l'atmosphère. C'est de l'air, l'atmosphère, quelques molécules d'atmosphère encore assez rares, mais qui rentrent dans une agitation à 1800 degrés environ. Et ça, c'est à 10 cm du visage des astronautes. Et on voit très bien, au travers du hublot qui est à côté de nous, le plasma, c'est-à-dire un voile jaune qui commence à apparaître derrière le hublot. On voit des flamèches, puisqu'on est protégé par un bouclier thermique. Ce bouclier est un matériel qui se désagrège avec la température et qui absorbe donc la température. Autrement, on se transformant en cocotte minute à l'intérieur de la station. Donc ce matériau qu'on appelle ablatif va se dissiper petit à petit pour se transformer pour annuler l'énergie thermique de la friction. Et petit à petit, le plasma devient, comme les couches de l'atmosphère deviennent plus on freine, plus les couches d'atmosphère deviennent denses, puisqu'on perd en altitude. Et à ce moment-là, ce voile jaune devient orangé, on voit des flamèches qui se détachent, et qui passent au travers du hublot, et puis seulement au bout d'une minute ou 1 minute et demie, donc tout ça c'est un processus, on est rentré dans une boule de feu, mais il n'y a pratiquement pas de dynamique. Puis au bout d'une minute et demie, on commence à sentir des instabilités, des vibrations, puis des vibrations extrêmement sèches, qu'on appelle des pogos, c'est-à-dire, si le vecteur vitesse est dans cette direction, c'est dans la direction du vecteur vitesse, des vibrations de 5, 6 Hertz à peu près, c'est-à-dire boum, 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 mais qui sont des énormes secousses à l'intérieur du vaisseau. Ça dure une quarantaine de secondes, et puis on va suivre un profil de décélération qu'on appelle en bosse de chameau, c'est-à-dire qu'il y a un premier pic, la décélération va augmenter jusqu'à un pic, vous l'avez dit tout à l'heure, 4,5 G. Puis, donc ça, c'est dans les couches peu denses de l'atmosphère. Là, on va atteindre une vitesse limite, donc l'accélération va diminuer un peu. Et de ce fait, on va descendre avec une trajectoire un peu plus à piquer. Et là, on rentre dans les couches denses de l'atmosphère et le gradient de décélération va augmenter à nouveau. Et donc, vous avez un effet de bosse de chameau, comme ça.
au bout de la deuxième bosse, eh bien, vous arrivez normalement aux conditions qui vous permettent d'ouvrir le parachute. On ressent exactement, on a l'impression d'y être dans ce vaisseau Soyouz. Alors il est 15h35, on va suivre également le programme. Alors bien sûr, il n'y a pas d'image en direct en ce moment, elles vont arriver dans quelques instants, mais on ne peut pas tout filmer bien entendu. Alors à 15h35, Serge Brognier, c'est la séparation de Soyouz en 3 parties. On va regarder quand même une animation pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Soyouz, c'est fait en 3 parties. Il y a un module de descente, il y a un module orbital et il y a un module de service. Voilà, on voit Soyouz en 3 parties et ça va se détacher. C'est en ce moment, à 15h36. Et nos 2 astronautes sont dans le module du milieu, ce qu'on appelle vulgairement la capsule. Les 2 autres vont brûler dans l'atmosphère et ils ont été séparés par des boulons explosifs. Et les 2 modules, pour pas qu'il y ait de nouveau un impact évidemment avec la capsule où nos 2 cosmonautes sont protégés. Et ensuite, comme le disait Jean-Pierre, on va prendre une trajectoire de descente et la capsule va naturellement se mettre dans une position où le bouclier est en avant. Et en fait, c'est un planeur, la capsule. Oui, c'est un planeur hypersonique. On ressent cette séparation quand on est à l'intérieur, là, c'est un peu angoissant, cette séparation de Soyouz en 3 modules ou pas? C'est une phase critique parce que, comme je vous l'ai expliqué, dans un des 2 modules qui séparent du compartiment orbital, du module de commande, il y a les moteurs. Et donc, avant d'autoriser cette séparation, il a fallu vérifier que la décélération a été complète et va permettre d'atteindre l'objectif qui est visé, c'est-à-dire le site d'atterrissage au Kazakhstan. Parce qu'une fois que les modules sont séparés, il n'y a plus du tout de moyens de freinage. Alors on va retrouver maintenant Aurélie Casse, vous êtes du côté de Toulouse, dans cette fameuse cité de l'espace où on suit bien sûr cet événement, cette arrivée sur Terre de Thomas Pesquet. Il y a des animations pour bien essayer de comprendre ce que vit en ce moment Thomas Pesquet. Oui, tout à l'heure à midi, on a pu entrer dans la capsule Soyouz. Enfin, moi, j'ai pu y entrer, mais pas vous. Justement, on va vous permettre là maintenant de vous mettre à la place des astronautes, de voir un peu de comprendre un peu dans quelle position ils se trouvent. Une position en fait très fétale, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Dominique Le Picard vous montre vraiment ce que voient les astronautes tels qu'ils sont là allongés. Donc en position fétale. Là, ce que vous avez vu, là, c'est Thomas Pesquet, enfin un faux Thomas Pesquet, mais c'est vraiment à cet endroit qu'il se trouve. Dominique Le Picard se trouve à l'endroit où est l'autre astronaute russe qui est donc chargé des commandes de cette capsule Soyouz. Là, à ma place, il n'y aura personne. En fait, l'américaine n'est pas descendue avec eux. Qu'est-ce qu'il y aura ici exactement? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, c'est vrai que Peggy Whitson faisait partie du convoi le 17 novembre dernier. Là, ils ont simplement rajouté un petit peu de poids pour compenser. C'est combien de poids? Alors, on n'a pas eu le chiffre exact, mais probablement le même qu'elle avait lors du décollage. Là, à peu près, en fait, ils reviennent avec des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette capsule qu'on comprenne bien? Ils reviennent avec quoi dans leur bagage? Ils reviennent probablement avec des différentes expériences et des souvenirs, surtout, je dirais, plein la tête également. Ils reviennent physiquement un petit peu différents, avec de la masse musculaire en moins. Justement, cette masse musculaire en moins, là, lors de la descente, ça va se sentir. On voit qu'en fait, ils vont être sanglés de partout. L'idée, c'est d'éviter que les organes ne bougent tellement le choc va être hyper important. Alors le choc va être ce qui va être, c'est-à-dire environ 2 mètres secondes au choc. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est toute la rentrée atmosphérique. Ils vont physiquement être écrasés contre leur fauteuil. Ils vont subir 5G, 5 fois le poids du corps au retour. 5 fois leur poids et donc 5 fois aussi le poids de leur tête. Là, ça va secouer de partout. Ça va secouer de partout. Et le poids de la tête également, parce que même la montre ou les montres qu'ils peuvent avoir au poignet, à un moment donné, ils vont trouver que ces montres qu'ils trouvaient très légères dans la station ISS, subitement... pourrait peser, c'est une impression, mais plusieurs kilogrammes. Et le poids de leur tête, donc 25 kilos, je ne sais pas si vous imaginez, si votre tête se met à peser tout d'un coup 25 kilos, le choc que ça va être. Et en dernier mot sur le dernier choc, quand ils arrivent, là, ça fait l'effet de quoi ? Alors le dernier choc, ce que l'on sait, c'est que quelques secondes avant, les baquets se redressent un petit peu pour avoir un angle suffisant pour pouvoir amortir correctement. Ce que l'on sait également, c'est qu'au moment d'atterrir, ils ne parlent pas pour éviter de mettre la langue entre les 2 mâchoires. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. C'est l'équivalent, paraît-il, d'un petit accident de voiture. Voilà ce que va ressentir Thomas Pesquet tout à l'heure lorsqu'il touchera terre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir.
Merci Aurélie Casse, on a l'impression d'y être avec vous depuis cette cité de l'espace à Toulouse. Et nous sommes maintenant en direct de Toulouse avec Jean-Jacques Favier. Bonjour, vous êtes ancien astronaute, le 6e Français à être allé dans l'espace. Vous avez été passager en 1996 à bord de la navette Columbia. Donc ce retour là de Thomas Pesquet sur Terre, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez l'impression de revivre certains moments? Oui, bien sûr, ça me rappelle d'excellents souvenirs, ceux de ma mission, et puis les heures qui ont précédé, puis celles qui ont suivi le retour. Alors moi, j'ai volé, comme vous le disiez, dans une navette américaine qui est un avion spatial, et le retour se fait dans toute autre condition, beaucoup plus confortable, puisqu'on est, pour faire simple, comme c'est un atterrissage sur piste. Par contre, le décollage est plus sévère qu'avec le Soyouz, parce que l'ensemble de la navette est très lourde au décollage, c'est 2000 tonnes, et donc la poussée est beaucoup plus forte. Alors vous avez effectué un atterrissage en fait comme dans un avion. Allô? Ce sont ces fameuses navettes américaines qui... Est-ce que vous nous entendez? Je sais pas ce qui se passe. Vous êtes en direct sur BFM TV. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Jacques Favier? Alors est-ce que vous nous entendez? Non, on retrouvera donc Jean-Jacques Favier un petit peu plus tard, ancien astronaute, donc c'était le 6e Français à être allé dans l'espace. Voilà, et qui expliquait toute la différence entre Soyouz et la navette américaine Columbia, à l'intérieur de laquelle donc il a été passager en 1996. Il disait décollage plus difficile, mais atterrissage quand même plus confortable que le vaisseau Soyouz. Oui, le décollage est... Effectivement, le problème de la navette, c'est que sa propulsion est mixte, c'est-à-dire qu'elle a des moteurs liquides, des moteurs dits cryogéniques, parce qu'on utilise de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, mais elle a aussi de gros boosters, ces fameux boosters qui ont amené d'ailleurs à l'accident de Challenger. Qu'est-ce que c'est qu'un booster? C'est de la poudre, hein, et comme un pétard, une fois qu'on allume, on ne peut plus arrêter. Et surtout, la combustion d'un booster, je vous parlais des pogos tout à l'heure, ça donne des vibrations tout à fait comparables, des vibrations très sèches. Et surtout, pendant les 2 premières minutes où fonctionnent ces boosters sur la navette, il n'y a pas d'alternative en cas de panne. S'il y a un problème sur la motorisation, on peut évidemment pas revenir en arrière, mais ça c'est le cas de tous les fusées. Hein. Une fois qu'elles ont décollé d'1 millimètre du pas de tir, plus personne ne peut rien pour changer sa stratégie, sa trajectoire et sa configuration, que qu'on soit à l'intérieur, astronaute, ou qu'on soit au centre de contrôle. Mais donc, surtout, ces boosters-là, pendant 2 minutes, ils sont un danger potentiel. Après les 2 minutes, il y a des séquences de secours en cas de panne de propulsion qui s'appelle abort to return, c'est-à-dire on annule le vol et on fait faire une espèce de looping on faisait un looping à la navette pour la faire revenir vers un terrain d'atterrissage. Et c'est pour ça que Favier parle de ce décollage qui marque tous les astronautes qui ont été sur la navette. L'atterrissage, c'est comme un avion au fond, hein, sauf que là, c'est un planeur. Alors justement, on va retrouver Jean-Jacques Favier, hein, voilà, on a retrouvé la communication. Alors vous avez passé 16 jours et 21 heures en orbite. Racontez-nous, lorsque vous revenez sur Terre, est-ce que psychologiquement vous êtes transformé, changé? Physiologiquement déjà transformé, parce que autant j'ai eu la chance de ne pas subir en fait de grosses contraintes lorsque je suis arrivé en orbite. J'ai pas été malade, alors qu'un astronaute sur 2 peut être malade au début de la mission. Par contre, le retour a été beaucoup plus sévère et j'ai été pendant une demi-journée à peu près mal dans ma peau, des difficultés pour me déplacer, pour marcher, et puis en fait mon cerveau qui était resté, si vous voulez, dans le référentiel spatial, c'est-à-dire en 0G, et qui avait du mal à prendre en considération le nouvel environnement. Au bout d'une demi-journée, ça allait à peu près, et j'ai récupéré en fait ma forme physique au bout de 15 jours à peu près. Oui, donc vous avez pu rapidement récupérer une vie normale. Alors là, Thomas Pesquet a fait des expériences incroyables à bord de l'ISS. C'est quelque chose que vous auriez aimé faire, qui vous fait rêver?
Ah oui, absolument. La mission de Thomas a été exceptionnelle, d'abord par sa durée, par la variété des opérations qu'il a été amené à faire, donc 2 sorties extravéhiculaires. Il s'est beaucoup occupé d'expériences scientifiques. Moi, en tant que scientifique, donc j'étais très sensible à cette partie-là du programme. Et pour la petite histoire, donc je suis à l'heure actuelle professeur à l'Université internationale de l'espace à Strasbourg. Nous avons préparé une expérience avec nos étudiants qui a rejoint la station au mois de février, resté 1 mois à bord avec Thomas et nous est revenu pour exploitation fin mars. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça? La science, c'est fondamental et le rôle de Thomas a été important dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on retire de toutes ces expériences scientifiques? En quoi ça fait avancer la recherche? Alors, ces expériences sont vraiment très très variées. Vous avez deux blocs de sujets. Vous avez des expériences de physique, donc sciences des matériaux, croissance de cristaux, etc. Là, le fait de pouvoir faire ces expériences en l'absence de pesanteur, c'est-à-dire sans perturbation liée à la gravité en termes par exemple de convection dans les phases fluides, etc., ça vous permet d'analyser et de quantifier de façon très très fine des phénomènes très fins qui existent au sol aussi, puisque la physique est la même, mais que vous ne pouvez pas appréhender à cause, si vous voulez, du bruit de fond, apporté par les effets de la gravité. Et en sciences de la vie, vous avez là, sur la physiologie humaine en particulier, pour préparer les missions de très longue durée pour nos astronautes, mais aussi pour mieux comprendre un certain nombre de phénomènes de déconditionnement, etc., qui concernent aussi les personnes âgées, par exemple, dans nos hôpitaux. Donc les retours sont à la fois au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau des applications, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de sciences de la vie, de physiologie. Merci beaucoup Jean-Jacques Favier d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Et durant ces 6 mois, donc, le corps de Thomas Pesquet aura été mis à rude épreuve. On va tout de suite aller à Cologne retrouver Fabien Crombé. Fabien, vous êtes avec Rafi Kojumjian, donc le médecin adjoint de Thomas Pesquet. Exactement, il s'est occupé de Thomas Pesquet avant et pendant tout son séjour dans l'espace. Vous êtes en train de vivre sa redescente un peu frustrante parce que là vous l'attendez, vous êtes en train de vivre à distance ce qui est en train d'arriver. Alors voilà, mes collègues sont déjà sur le site ou presque, ils sont en hélicoptère, ils vont tourner autour du site d'atterrissage pour être prêts à atterrir immédiatement dès que la capsule atterrit pour aller le sortir de la capsule. Ensuite ils vont l'amener dans une tente médicale pour faire les premiers examens initiaux. Ensuite, vous envoyez des données normalement? On n'envoie pas de données, donc on va voir si tout va bien. Ils sont très bien équipés sur place avec les spécialistes et l'équipement médical qu'ils ont sur place. Et puis si on a le temps, on va faire un petit test médical. On va voir si on peut renvoyer des données médicales ici à la console médicale de l'EAC. Qu'est-ce que son corps va subir exactement? Déjà, son poids, il ne le subissait plus et là, il va le subir 4 à 5 fois. Alors voilà, depuis qu'il est en apesanteur depuis 6 mois, ses muscles sont au repos, son système neurovestibulaire, donc ce système d'équilibre est au repos. Et là, dans la capsule, la descente est plutôt violente, hein, donc c'est une montagne russe extrême. Il va passer de 0G à 4 à 5G, donc 4 fois son poids sur lui-même qu'il va sentir. Et puis à l'atterrissage, ça va être le choc, le contact au sol, même si c'est censé être un atterrissage doux. C'est pas tout à fait doux. C'est comme un véhicule automobile qui s'écrase contre un mur à 10-15 km à l'heure. Donc il va subir ce choc. Et là, il faudra de l'aide pour le sortir parce qu'il va être affaibli après 6 mois dans l'espace. Donc les techniciens vont ouvrir l'écoutille et le sortir de la capsule. Et pourtant, en tant que médecin, vous me dites je ne suis pas stressé parce que... Il est en très bonne forme, il l'était avant de partir et il est resté en très bonne forme. L'autre aspect qui joue bien pour lui, c'est qu'il est jeune. Donc on a remarqué les astronautes qui ont tendance à être plutôt jeunes et surtout en bonne forme physique ont l'habitude de mieux performer pour les atterrissages, même si ça va être un choc pour sa physiologie, il devrait s'en remettre beaucoup plus rapidement que la moyenne. Je vais vous libérer parce que vous devez justement suivre les derniers bilans de son arrivée. Merci beaucoup. Vous avez préparé d'ailleurs sa chambre pour l'accueillir puisqu'il va passer une première nuit dans un laboratoire très entouré pour surveiller son état de santé après son arrivée ici à Cologne. Merci beaucoup Fabien Crombé, merci à votre invité. Les images en direct là, vous savez où on est exactement? On est au-dessus de la planète Terre, ça c'est sûr. C'est la mer d'Aral. Jean-Pierre Ignoret, on est où là? Je crois qu'on voit la mer d'Aral. Hein. Oui, c'est ça. On ne voit pas grand-chose, mais vous savez, quand on regarde pendant 6 mois la Terre, on connaît la Terre par cœur et c'est ça, c'est génial parce qu'effectivement, rien qu'à la couleur, déjà on peut voir à peu près dans quelle région on est. Par exemple, les Andes. Plateau andin, c'est très jaune, un jaune ocre, mais quand même un petit peu vif. Et puis surtout beaucoup de lacs de toutes les couleurs.
Kachamka, c'est souvent assez gris. Bon, en plus, il y a la côte. L'Afrique, c'est souvent la latérite. La Namibie, avec ses dunes de sable orange. Enfin, c'est un bijou merveilleux, la Terre. C'est extraordinaire. Ce que vous me disiez sur ces images en direct, c'est que Soyouz n'est pas très loin. Il est dans la même région géographique parce qu'ils sont partis de l'ISS. Tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est qu'on compte sur l'atmosphère pour freiner. Donc, ils ont à peu près la même vitesse, la même trajectoire. Hein. Il faut savoir qu'à 28 000 km/h, on ne peut pas sortir du plan orbital. Il faut une énorme énergie. Donc, elle reste co-orbitale. Et simplement, quand Soyouz va vraiment freiner dans l'atmosphère, elle va freiner, donc la station aura une avance sur le Soyouz, bien sûr, jusqu'à ce qu'il s'arrête le Soyouz et que la station continue sa vie. Mais donc, les images qu'on voit là, c'est ce que le Soyouz va voir dans quelques minutes. Des images fabuleuses, d'ailleurs, durant sa mission. Thomas Pesquet a fait énormément de photos de la Terre. Oui, c'est un grand témoin. Et comme Jean-Pierre, pendant 6 mois, il a tourné autour de la Terre, lui aussi. Ce sont des terriens ou des extraterrestres qui nous donnent un aperçu de notre Terre qui reste fragile. C'est un petit peu le sentiment qu'ils nous donnent les uns et les autres. C'est d'actualité en ce moment, hein, sur les réchauffements climatiques, entre autres. Eh bien, voilà, la Terre a besoin d'espace. On a mis l'humain au centre de nos préoccupations. On le voit bien, Thomas Pesquet, ça nous fait réveiller. On parle d'espace. Et puis, si on veut avoir des crédits un peu plus forts pour l'espace, faut en parler. Et on le voit, ça met tout le monde d'accord. Donc, c'est quelque chose qui coûte, je crois, 1 euro ou 1,50 € par habitant pour... Le vol habité. D'ailleurs, si vous voulez savoir si Thomas Pesquet a photographié votre ville, eh bien, vous pouvez aller sur notre site internet, bfmtv.com. Il y a la carte de toutes les photos spatiales répertoriées de la part de Thomas Pesquet. Peut-être que vous verrez votre ville de vue de haut. Et oui, il a beaucoup photographié. bfmtv.com. Il a beaucoup photographié la Bretagne, paraît-il. Alors, un mot peut-être avec vous, Serge Brunier, des missions que Thomas Pesquet a accomplies durant ces 6 mois, une centaine d'expériences. On parle d'une centaine d'expériences scientifiques, oui. Alors, c'est ce que disait Jean-Jacques Favier tout à l'heure. Il y a deux grands groupes d'expériences, des expériences de physique fondamentale et des expériences médicales, où Thomas fait office de cobaye en même temps que les médecins l'étudient à bord. Donc les grands domaines, on a un médecin spatial sur le plateau, mais les grands domaines de recherche, ce sont évidemment comment le système cardiovasculaire peut supporter des mois ou des années d'apesanteur, comment est-ce que les radiations peuvent empêcher l'homme ou pas d'aller dans l'espace. En gros, ce sont ça les grands thèmes. Alors on va retrouver tout de suite Isabelle Gollens au Centre européen des astronautes. C'est à Cologne, en Allemagne. Alors Isabelle, on va la retrouver dans un instant. Est-ce que je peux rajouter sur ces expériences, sur l'émission, si je peux me permettre? Il y a aussi 2 volets, Serge, l'astrophysique, exobiologie par exemple, la mission qu'on a menée et qui a justifié notre sortie extravéhiculaire, et aussi la technologie. Il faut savoir que la station, c'est un endroit pour évaluer des technologies qui peuvent être utilisées ensuite ou pour même en développer parallèlement. Alors, les utiliser, par exemple, moi, dans mon vol, on avait une expérience qui s'appelait EXEC qui consistait à exposer, en dehors d'exobiologie, qui exposait des briques vivantes aux rayons ultraviolets et au rayonnement cosmique. Là, c'était plutôt des composants fortement intégrés. Avant de les valider, pour les utiliser sur des satellites automatiques. On a aussi essayé de déployer des antennes à très grand diamètre. L'avantage d'une antenne à très grand diamètre, on sait dans la télévision, c'est que plus l'antenne est grande, plus elles ont un gain important, c'est-à-dire que plus le signal est important et précis pour une puissance développée donnée. Alors on a développé un fagot, on a regardé si on pouvait développer une antenne repliée en fagot afin d'avoir une antenne de très grand diamètre en espace. Et puis on a aussi, je me souviens, une expérience technologique qui consistait à essayer, alors les antennes elles sont au bout de mâts, ces mâts peuvent être soumis à des vibrations, les vibrations sont l'ennemi du pointage, donc on a essayé plusieurs systèmes pour stabiliser, éviter les vibrations de ces mâts et avoir des antennes qui puissent être pointées le plus précisément possible. Donc c'est un laboratoire
laboratoire qui permet d'expérimenter les technologies qui seront utilisées dans le futur immédiat. Mais aussi, on peut citer, ça c'est un cas plus important, le développement d'un véhicule de transfert, un véhicule cargo qui s'appelle ATV, qui a été utilisé pour emporter du fret sur la station internationale et qu'on envisage maintenant d'utiliser pour aller ravitailler des satellites de télécommunications. Par exemple, les satellites ont une durée de vie de plus en plus importante, mais elles sont limitées par le carburant qu'elles ont à bord pour se stabiliser. Eh bien, on pourra aller ravitailler ces satellites, voire les réparer. Alors regardez ces images en direct, c'est la salle de contrôle russe. On va retrouver Isabelle Golens qui, elle, est au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Alors Isabelle, on va tout expliquer aux téléspectateurs. On espérait avoir un petit peu plus d'images en direct. On n'en a pas actuellement de ce vaisseau Soyouz. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout va bien? Oui, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude ici. Un spécialiste de l'Agence spatiale européenne nous expliquait que Thomas Pesquet et le commandant russe sont dans la phase précise d'entrée dans l'atmosphère, la phase où la capsule passe de 28 000 km/h à 800 km/h. L'image sera récupérée juste avant l'ouverture des parachutes, donc pas de panique ici. Cette salle, nous sommes à l'intérieur du Centre européen des astronautes. Il y a de plus en plus de monde qui arrive pour suivre ce retour sur Terre en direct. Beaucoup de collègues de l'Agence spatiale européenne. Il faut rappeler que c'est ici, ensuite à Cologne, que Thomas Pesquet est attendu entre 3h et 4h du matin. Il arrivera directement du Kazakhstan par un avion spécifiquement affrété par l'Agence spatiale européenne. Merci Isabelle Golens en direct de l'ESA à Cologne en Allemagne où dormira ce soir Thomas Pesquet. Voilà, et si le timing est respecté, normalement les parachutes ont commencé à s'ouvrir, donc pour... Pas encore. Enfin, soit là, activés, il traverse l'atmosphère. Il y a les fameux plasmas que je vous ai décrits tout à l'heure. Parce qu'on mettait 2 parachutes de freinage, donc qu'est-ce qui se passe là à 15h55? On les active, ils se préparent, Non, là, ils sont dans leur container, ils ne bougent pas, à l'abri du plasma à 1800 degrés qui les cramerait immédiatement. Et surtout, ils vont rester encore au moins 14 000 km/h à freiner. Ils vont être ouverts au tout dernier moment? Combien de temps avant l'atterrissage? Il y a 12-13 minutes de descente sous parachute. Donc, vous divisez 12-13 minutes de 16h08, ça veut dire on n'en est pas loin, là. Bon, 15h56, oui. Dans 1 ou 2 minutes. Dans 1 ou 2 minutes, oui. Ce qui s'est passé, c'est ce que nous disait Jean-Pierre, c'est que le vaisseau Soyouz est passé d'une vitesse de 28 000 km/h à une vitesse de 800 km/h, c'est-à-dire la vitesse d'un avion de ligne, et à peu près à la même altitude, on va dire 10 500, 11 000 mètres. Et c'est là que le premier parachute s'ouvre, un parachute de freinage, si je puis m'exprimer ainsi, avant qu'un parachute principal s'ouvre et ramène ça secoue là dans la capsule ou pas? Le parachute d'abord serait désintégré à ces vitesses-là, donc il y a un parachute ralentisseur une fois qu'il a freiné sa vitesse. Il est en train de freiner, si je comprends bien en ce moment. Et puis il y a même un parachute à plusieurs dimensions. Il s'élargit lorsque Non, mais il y a d'abord le stabilisateur pour être sûr que le parachute va s'ouvrir dans des conditions optimales et qu'il n'y a pas un mélange dans les suspentes. Et puis, effectivement, quand le grand parachute va s'ouvrir, il ne s'ouvrira pas complètement. Il y a un lacet qui le retient, mais ça, on ne le verra pas. Il y a un lacet qui le retient de telle manière que la première décélération, c'est 1000 mètres carrés, ce parachute. Il est énorme. On a vu dans le système américain, si vous vous souvenez de la Lune, Apollo, il y avait plusieurs parachutes. Il y avait 3 parachutes, si je me souviens bien. Oui. Là, c'est un seul parachute de 1000 mètres carrés. Donc, on l'ouvre d'abord avec une surface réduite. Il y a un lacet tout le long de la corolle qui l'empêche de s'élargir complètement. Et puis, une fois qu'il y a un détecteur de décélération, une fois que la décélération est descendue en dessous d'un seuil déterminé qui permet d'ouvrir le parachute, on coupe le lacet et la grande voilure se déploie. Et après, on est parti pour 12 minutes de descente. Alors, ce qui se passe aussi à ce moment-là, il y a diverses actions techniques. On se sépare des choses qui sont inutiles. Par exemple, on enlève le bouclier thermique, qui devient inutile, une masse inutile qui rajoute de la vitesse et donc dont il faut se séparer absolument. Et puis surtout, ça permet, en dessous de ce bouclier thermique, il y a 6 petits moteurs à poudre qui vont s'allumer quand le Soyouz atteindra 1,50 m au-dessus du sol et qui vont aider à amortir cette vitesse de descente qui passera ainsi de 8 mètres secondes à 4 mètres secondes à peu près, je crois. Il est 15h59, normalement, dans 10 minutes maintenant, à 16h09, eh bien, le vaisseau Soyouz va toucher terre avec à son bord Thomas Pesquet. Alors, on va aller dans la ville où a grandi Thomas Pesquet, c'est à Dieppe, en Normandie. Nous attend Guillaume Bertrand. Et là, eh bien, de très nombreux enfants tentent de suivre cette aventure.
Et oui, il y a de très nombreux enfants, il y a de l'émotion, de la fierté, un peu d'impatience, mais aussi de la fébrilité. On a parlé à quelques enfants tout à l'heure et ils nous ont fait part de leur inquiétude, et notamment également sur le séjour de Thomas Pesquet, comment il s'alimentait, comment il se lavait, comment il dormait. Et désormais, leurs inquiétudes, eh bien, elles vont sur l'atterrissage de Thomas Pesquet. Évidemment, chez les plus jeunes, ça a suscité aussi des vocations malgré l'inquiétude. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je n'irai pas plus tard dans l'espace? Donc oui, beaucoup de fierté pour l'enfant du pays, pour ce déploiement dans l'espace. Il y a également l'un des anciens professeurs de mathématiques de Thomas Pesquet, lui aussi très fier, qui se rappelle bien évidemment de cet élève brillant mais aussi humble. Et vous le voyez derrière moi, eh bien tous les yeux sont rivés sur la télé avant que Thomas Pesquet atterrisse, bien sûr d'ici une dizaine de minutes. Donc beaucoup d'impatience et encore plus à mesure que l'heure approche. Bon. Merci Guillaume Bertrand. On voit des premières images. On attend la confirmation pour savoir si c'est bien du direct de cette énorme parachute. Oui, Jean-Pierre Aigneret me dit que c'est du direct. Voilà, donc les premières images de cette capsule Soyouz suspendue à cette énorme parachute. On tente au maximum, Jean-Pierre Aigneret, de freiner la vitesse avant l'impact sur Terre. On est à quelle vitesse là, on a vu l'ouverture de la corolle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la corolle vient de s'ouvrir. La corolle, expliquez-nous. Il faut avoir l'œil d'expert là quand même. Dites-nous, expliquez-nous justement cette corolle. Eh bien, c'est une corolle. Ah non, en fait, elle est en train de pomper un peu. On voit, elle s'élargit, elle se referme, elle s'élargit, elle se referme. On est à quelle vitesse là à peu près là? Là, on est à 16 km/h à peu près de descente. On va peut-être voir le bouclier. Donc, il y a 6 tonnes qui descend à 8 km/h. C'est 8 km/h. Et c'est à partir de ce moment qu'on va se débarrasser du bouclier. C'est 5000 mètres d'altitude, donc on va peut-être y assister en direct. Ce sont des images en léger différé, on nous dit. C'est pas en direct, en léger différé. C'était il y a quelques instants. Il faut être attentif là au moment où, juste avant l'impact, vous allez voir un flash. C'est les 6 moteurs DMP qui amortissent, qui vont diminuer la vitesse de descente par 2 et qui amortissent l'impact au sol. Alors, on voit cette immense parachute et finalement cette petite capsule Soyouz, Gérard Fetzer, c'est un petit vaisseau spatial. C'est ridicule. Quand on est à côté, on se dit, mais ces gens-là reviennent de l'espace. Ces deux hommes sont de la moitié de la taille d'une Twingo, enfin une Twingo à peu près, vous voyez. Ils sont confinés à l'intérieur de ce vaisseau spatial Soyouz. Voilà cette descente que vous voyez en direct. Nous sommes au-dessus du Kazakhstan et donc l'impact est prévu. Voilà une autre vue. L'impact est prévu vers 16h09. Soyouz devrait toucher Terre donc dans 7 minutes à présent. Et Gérard Fetzer, cet atterrissage quand même c'est violent, malgré ce parachute de freinage, etc. Les 2 autres parachutes aussi. C'est un choc cette arrivée sur Terre. En fait, Jean-Pierre a cette expérience de l'atterrissage. Oui, c'est violent, mais c'est pas une révolution non plus. Il faudrait pas que sous le bouclier thermique qu'on a largué, je sais pas si j'ai déjà fait, on va le voir. Il y a ces fusées qui ralentissent sa chute. Bon, c'est vrai que c'est un choc, mais c'est pas non plus insurmontable. Enfin, c'est toi qui vas nous le dire. Quelles sont les impressions à l'intérieur? Là, on a l'impression quand même de yo-yo, non? Alors là, ce qui est bien, non, là c'est calme par rapport à ce qu'il vient de vivre au moment du déploiement, où là il y a eu un détorsadage avec des. C'est là que c'était le plus difficile. Avec des rotations complexes. Mais là, j'ai pas dit tout à l'heure, on éjecte un certain nombre de choses quand le parachute s'ouvre, et en particulier, il y a la couche extérieure du hublot. Donc, il revoit la Terre. Et une autre chose qui s'est ouverte, c'est une petite ventilation qui se trouve dans le collier sur lequel est l'écoutille et qui permet d'équilibrer l'air de la Soyouz avec l'air extérieur. Et donc, il respire déjà l'air de la steppe, là, en ce moment. Il respire son premier air frais de la Terre depuis 6 mois. Alors, à bord de Soyouz, il y a Thomas Pesquet, mais aussi le russe Oleg Novitsky. Est-ce qu'ils ont un moyen de contrôler la trajectoire? Ou est-ce que là, vraiment, c'est le parachute qui décide de tout? Pratiquement depuis le début, depuis que l'impulsion de freinage a été donnée, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Donc, ils ne commandent pas, ils ne pilotent pas, ils se laissent aller jusqu'à terre. Comme un parachute. Oui, il n'y a pas de suspente pilotable. Il n'y a pas de suspente. On avait envisagé de le faire, d'ailleurs, pour améliorer la précision d'atterrissage, mais là, il n'y a pas besoin. Il y a des milliers de kilomètres de steppes. C'est pour ça qu'on choisit un grand désert. Voilà, il y a les hélicoptères qui viennent le chercher, donc même à quelques kilomètres près, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça reste quand même un système extrêmement précis, c'est-à-dire que le vent sur le site d'atterrissage est prévu dans la stratégie d'atterrissage, il est intégré dans la stratégie d'atterrissage. Et tout est automatisé au niveau des calculs, etc. Oui. Mon frère, ça reste un système de calcul relativement simple au fond. Les premiers Soyouz avaient un calculateur qui était à peine plus gros que
les calculateurs qu'il y a dans les montres ou dans les téléphones modernes, vous voyez. Donc il n'y a pas besoin de... La mécanique spatiale est quelque chose d'assez pur et assez simple, Dieu merci. Stéphane Roquette, vous êtes responsable des vols paraboliques au CNES. Bonjour, vous avez échangé très régulièrement avec Thomas Pesquet. Vous imaginez, là, dans quelques minutes maintenant, ça y est, il est sur Terre. Dans quel état d'esprit doit-il être? Ça, il faudra lui poser la question quand il aura ouvert la boîte de conserve et qu'il sera enfin parmi les hommes. Mais alors, la dernière fois qu'on a discuté, c'était il y a une semaine tout juste, en fait. Je lui ai envoyé un message en l'intitulant Dernier message. Oui. Parce que, voilà, la dernière semaine, c'est une semaine intense pour tout le monde, pour les équipes opérationnelles au sol, pour lui et pour l'équipage à bord. Donc il prend petit à petit leur pied avec la réalité pour son retour. Et là, je pense que il a fait le plus difficile, parce que les phases les plus vigoureuses, elles sont passées. Bon, il reste encore l'atterrissage, forcément, mais ça va être un moment extrêmement bref. Donc voilà, et puis à partir de là, ça va être de nouveau le flot d'humanité qui va le submerger, les gens qui vont s'occuper de lui, le ramener à Cologne après une bonne douche et comme l'a dit Oleg, comme l'a suggéré Oleg pendant la préparation. Un bain, moi un bain et un bon repas. Oleg pendant la préparation a indiqué qu'il avait faim. Ce qu'il y a de marrant, c'est voilà. Quand on est au bout du parachute comme ça, on voit des milliers de kilomètres et on ne voit pas un village, rien, il n'y a que de la steppe et de temps en temps un petit lac. Dieu merci, on ne tombe pas dedans. On se demande si c'est la planète Terre, si elle est habitée. Mais vous allez voir que quelques minutes, peut-être 10 minutes après l'atterrissage, vous allez voir des ânes, des mobylettes avec des Kazakhs autour qui viennent on ne sait pas trop où. Voilà, atterrissage prévu dans 3-4 minutes maintenant. Le temps de retrouver Philippe Arbeil. Bonjour, vous êtes professeur de médecine, donc pendant 6 mois, le corps de Thomas Pesquet a été soumis à rude épreuve. Dans quel état donc va-t-il être, ainsi que son collègue russe, donc après l'atterrissage? Et il va être, sur le plan de la santé, il va être en très bonne santé, mais il va se sentir certainement très lourd. Et lorsqu'il va être extrait de la capsule, il va être mis en position semi-assise parce qu'il pourra vraisemblablement pas se tenir debout, où il aura beaucoup de difficultés. Et puis il va récupérer cette incapacité à se tenir debout au cours des jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des séquelles, entre guillemets, de ce voyage? Est-ce qu'on s'en remet très vite? Vous disiez quelques jours, mais est-ce qu'après, à plus long terme, il peut y avoir des conséquences? Alors des conséquences peut-être pas, mais on a observé, pas forcément chez lui, mais en général chez les astronautes qui restent 6 mois, un vieillissement du système vasculaire, la paroi artérielle s'épaissit, devient plus rigide, ce qui n'est pas normal, et en général cette altération correspond à ce qui se passe chez un humain normal sur Terre en 20 ans. Donc ce n'est pas une situation souhaitable. La bonne nouvelle, c'est que ça régresse en quelques mois. On ne peut pas dire que ce soit pathologique, mais c'est une modification significative du système artériel qui récupère. Donc il n'y a pas de séquelles pour l'instant. Mais on ne connaît pas suffisamment ce processus, ni les contre-mesures qu'on pourrait utiliser pour le contrer, pour affirmer qu'au bout de 18 mois après un voyage sur Mars, on n'aurait pas des séquelles. Donc on travaille à ce sujet-là. On dit que les astronautes ressentent à l'arrivée sur Terre un mal de terre, un peu comme un gros mal de transport. C'est quasi inévitable ? Non, c'est la désorientation, c'est l'oreille interne qui est complètement déshabituée des effets de la pesanteur. Et donc, ils ont l'impression que le corps pèse 1 tonne, que les objets autour d'eux se mettent à voler alors que ce n'est pas le cas. Ils sont un peu dans un environnement désorienté, mais ça dure que quelques jours. Voilà, pendant que nous vous parlons, on suit bien sûr cette descente de Thomas Pesquet. On a vu que les hélicoptères étaient déjà sur place pour l'accueillir. Là, il va donc retrouver cette gravité terrestre. Il l'a déjà en ce moment. Et les fluides qu'il y avait dans la tête pendant son séjour vont redescendre dans les jambes. C'est ça qui pose problème ? Oui, mais la gravité, il l'a retrouvée dès l'ouverture du parachute. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'il se sent très lourd. Mais c'est pas gênant puisqu'il est dans un siège moulé à son anatomie, donc ça ne génère aucune souffrance. Mais pour lui, c'est quand même une réhabituation un peu brutale. Alors, ça va s'améliorer au cours des jours et puis il va se réhabituer normalement. Merci en tout cas pour ce qui est du fluide qui était... Excusez-moi, oui. J'ai pas répondu à votre deuxième question. Donc pour ce qui est des fluides qui avaient monté vers le sommet du crâne pendant le vol, il est certain que là, dès qu'il passe en 1G, il se sent très libéré. Mais ça, c'est un problème moins aigu que le problème des artères, parce que lorsqu'ils sont en vol, on les met dans un caisson à dépression qui s'appelle le LBNP et qui permet justement de soulager cet afflux sanguin en faisant redescendre une partie des liquides vers les jambes. Merci donc beaucoup, c'est moins Philippe critique Arbeil. comme situation.
Merci. On suit donc cet atterrissage imminent imminent, pour Thomas Pesquet. Voilà, quelques secondes, peut-être une minute ou deux. Jean-Pierre Agnéret. Il est 16h09 en tout cas. Il est 16h09, c'est l'heure officielle, mais avec ces images qui sont en léger différé. C'est difficile d'apprécier parce que c'est difficile un petit peu d'apprécier, de voir où on est. L'atterrissage a été recalculé pour 16h10. 16h10 et 9 secondes. Voilà, donc c'est les dernières infos qu'on avait à partir du moment où... Je pense que l'hélico s'est mis plus bas que pour avoir le ciel derrière, qu'on voit très bien le parachute. J'espère que dans la dernière partie de la trajectoire, il montrera la Terre pour que... En tout cas, on voit bien les nuages. On voit les nuages maintenant, oui. Les hélicoptères sont autour. Il y a combien d'hélicoptères, Jean-Pierre Agnéret? Il y en a beaucoup. Il y en a déjà 6 sur zone, à peu près. Et il y en a à peu près autant à 600 km pour le cas où il y a un atterrissage non nominal à retour dit balistique, auquel cas on n'utilise plus les capacités de planer du Soyouz. On le met en espèce de vrille et ça donne une précision d'atterrissage plus concrète. Et donc les deux cas sont prévus. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce système est sûr et confortable. Et voilà, on arrive près du sol. Alors regardez bien, regardez bien au moment où la capsule va approcher de la Terre, on va voir un flash lumineux, c'est les moteurs à poudre qui vont freiner son atterrissage. Et voilà, 16h10, donc c'est l'impact. Donc on ne verra pas. L'impact sur la Terre. On voit la fumée quand même. Un petit peu de fumée, oui. Le parachute, c'est moins l'impact que le jet des tuyères. La fumée, c'est les moteurs à poudre. Voilà, Thomas Pesquet, donc sur Terre, 196 jours, 18h49 minutes. C'était son séjour dans l'espace. Il aura fait 3418 tours de Terre, 127 millions de kilomètres parcourus depuis moins de 6 mois. Et le voilà revenu sur le plancher des vaches, ça on peut le dire. On est dans le désert du Kazakhstan. Ça y est, sa capsule Soyouz s'est posée sur Terre. Et c'est un exploit, puisque c'est le séjour le plus long dans l'espace réalisé par un Français, un astronaute français. Très bien, tout à fait. Quel exploit tout de même, quelle aventure, 6 mois dans l'espace, retour sur Terre. Sébastien Rouquette, vous l'avez eu régulièrement en ligne. Il a déjà envie de repartir, à votre avis, ou pas? C'est peut-être un petit peu tôt pour lui demander, là, sur le coup, parce que je pense que, comme on le disait tout à l'heure, avec un peu d'humour, je pense que leur première envie, ça va être un bon repas, une bonne douche et une bonne nuit de sommeil. Ouais. Même si les premiers temps, ça va pas être évident de dormir dans un lit en ressentant la pesanteur. Mais il est incontestable que Thomas aura envie de venir. Sa mission est un succès, pas simplement parce que ces événements techniques se sont bien passés, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Ça a été une grande réussite technique parce que, au niveau des opérations, tout a été fait parfaitement. Les opérations ont été conduites avec beaucoup de rigueur. Il l'a fait de manière très enjouée, comme il sait le faire, en communiquant beaucoup et correctement. Donc nous aussi, on a envie qu'il revienne dans l'espace pour pouvoir continuer cette aventure. Donc, des astronautes qui repartent dans l'espace, on en connaît. Jean-Pierre a fait 2 vols, Claudie Agnéret a fait 2 vols, Jean-François Clairvoy 3. Et le record actuel, il est tenu par 2 Américains qui ont chacun volé 7 fois. Et moi, j'ai une pensée particulière pour un astronaute américain qui est vieillissant maintenant, mais qui est un homme extraordinaire, c'est John Young, qui a volé, qui est littéralement un extraterrestre sur Terre. Il est allé sur la Lune, il a volé à bord de la navette spatiale, et il a fait en tout 6 vols. Donc c'est vraiment peut-être un des héros, on va dire, de la conquête spatiale. Alors Jean-Pierre Agnéret, que va-t-il se passer maintenant? Ça y est, Soyouz est à terre. On imagine que toutes les équipes de récupération, les équipes de secours foncent vers le point d'impact et on va extraire les 2 hommes. Ils vont s'extraire eux-mêmes. Ils vont se faire tout seuls et on va les tente mobile où les médecins vont faire les premiers examens médicaux sommaires, la tension cardiaque, donc le pouls, le rythme cardiaque, l'état nauséeux ou pas éventuellement, les réhydrater parce que c'est très important de reconstituer la masse sanguine. Il y a toujours un risque de syncope. Dans l'espace, la quantité de sang est diminuée pour contrer l'impesanteur qui a tendance à augmenter la quantité de sang vers le haut du corps.
Et donc, quand on revient au sol, on a une quantité de sang inférieure, plus un tonus veineux, c'est-à-dire la capacité des veines à ne pas être comme un ballon de baudruche qui se dilate autant qu'on le remplit. Donc on leur met d'abord pour le retour un pantalon spécial qui contraint, qui presse sur les mollets et sur les cuisses pour repousser le sang vers le haut du corps. Et puis il faut qu'ils fassent attention quand même à ne pas se relever trop rapidement. Il y a un risque de syncope qui découle directement de ces deux phénomènes. Comme vous le disiez, ils vont être mis sur des chaises, etc. Mais il va marcher, je pense que moi je l'ai fait, il va marcher jusqu'à l'hélicoptère qui va le ramener à l'aéroport de Karaganda, où là il y aura aussi une cérémonie offerte par les Kazakhs. Le problème, c'est qu'on sent relativement en bonne forme, en bonne santé, bien qu'il n'a pas dormi beaucoup. On n'est pas fatigué quand même après un tel périple, après 6 mois dans l'espace et un tel périple, parce que la descente a été éprouvante. Il fait très chaud dans ce Soyouz, on est secoué, on se réveille de bonne heure, on reste assis avec les genoux repliés, à peu près complètement repliés pendant 6 heures environ. Et donc, ils sont fatigués et vulnérables, même si ils se sentent tout à fait normal. Je crois que les médecins qui ont parlé précédemment situent les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et donc, les médecins vont être quand même très vigilants à ce qu'ils ne profitent pas de ce sentiment d'être en pleine forme pour faire des démonstrations. Ils seraient habitués donc à la gravité. Hein. C'est compliqué quand même. Par exemple, soulever une paupière, c'est un effort. Soulever un bras. Pour vous donner un exemple, le lendemain de mon vol, le matin, j'avais mis un t-shirt en coton, vous voyez, sur le bout de mon lit. Et en le prenant pour l'enfiler, je le prends et ça m'a donné l'impression qu'il sortait d'une cuvette d'eau. Son poids apparent était celui qu'il aurait eu s'il avait été trempé dans l'eau. Pour vous dire la différence, le glissement de perception qu'on peut avoir en vivant après 6 mois d'impesanteur. Une première nouvelle de Thomas Pesquet, c'est la NASA qui donne cette information. L'équipage se sent bien. Voilà, donc ça veut dire que tout s'est plutôt bien passé. Ils ont atterri dans de bonnes conditions. Thomas Pesquet, donc, mais aussi, on l'oublie de temps en temps, Oleg Novitsky, c'est son collègue russe. Tous les deux vont bien en ce moment. Donc, les équipes de secours, les équipes qui vont récupérer les hommes se dirigent donc vers ce vaisseau spatial Soyouz qui a atterri il y a 6 minutes maintenant dans les steppes du Kazakhstan pour un petit check médical rapide avant donc de prendre un hélicoptère pour ensuite aller à l'aéroport de Karaganda qui est au Kazakhstan. Il y aura aussi une Karaganda. Et qu'est-ce qu'on fait de la capsule? On la récupère? Non, la capsule peut être récupérée pour un musée, pour le musée des RKK Energia, mais elle n'est pas recyclée. Elle est dans quel état d'ailleurs la capsule Elle est très brûlée, vous allez la voir. Toute noire, hein. Vous allez avoir des images, là ils ne sont pas approchés, parce que, entre parenthèses, les images nous viennent d'un poste fixe qui montre quand même que la précision d'atterrissage, ils sont à moins d'1 kilomètre de l'endroit où ils les attendaient. On va retrouver tout de suite Isabelle Golens qui est au centre de Cologne en Allemagne. On a suivi bien sûr de très près cet atterrissage. Les nouvelles sont bonnes donc apparemment pour l'équipage, Isabelle. Exactement, les nouvelles sont bonnes et je peux vous dire qu'ici on a attendu fébrilement avec beaucoup d'impatience cet atterrissage de Thomas Pesquet. Ici on est à l'intérieur du centre européen des astronautes. C'est ici que les astronautes s'entraînent. C'est un lieu que Thomas Pesquet connaît très bien et ici il y a autour de nous des collègues, des gens qui ont croisé Thomas Pesquet. Il y a également son médecin adjoint qui l'a suivi pendant tout ce séjour dans l'espace et forcément à deux moments, au moment où le parachute s'est ouvert, au moment où Thomas Pesquet est entré dans l'atmosphère et au moment où il a atterri au Kazakhstan, il y a eu des applaudissements, des cris de joie. Il faut rappeler qu'ici, Thomas Pesquet est attendu entre 2h, 3h ou 4h du matin. Il sera suivi de près par des médecins. Il va passer ici sa première nuit sur Terre dans un laboratoire à quelques centaines de mètres d'ici. Merci Isabelle Golens en direct de Cologne en Allemagne dans le centre de l'ESA. Et oui, puisque la mission n'est pas terminée, hein, Serge Bredier, pour Thomas Pesquet. Maintenant, il va devoir subir un tas d'expériences pour voir comment son corps a réagi donc à ces 6 mois passés dans l'espace. Oui, clairement, c'est même l'enjeu principal de ce type de mission. Hein, c'est les médecins spatiaux nous le disent, de comprendre comment l'homme vit dans l'espace, comment il se dégrade en partie, puisqu'on a parlé d'un vieillissement d'une vingtaine d'années des artères pendant quelques mois. Donc c'est tout ça que les médecins vont étudier maintenant avec Thomas. Alors on va apprendre peut-être le voyage sur Mars, ça va peut-être nous faire avancer sur la connaissance de l'humain sur les vols
longue durée. Le record, c'est un peu plus d'1 an aujourd'hui. Il n'est pas que sujet d'expérience. Il est aussi ingénieur de bord. Il a fait une sortie extravéhiculaire. Il a participé à la conduite du véhicule à l'allée, puisqu'il était ingénieur de bord. Et donc, il y a un débriefing technique de la mission. Les spécialistes veulent savoir tout ce qui se passe à tout moment, du point de vue des opérateurs, de telle manière qu'il y ait un débriefing complet de la mission. Et ça, bien sûr, il faut le faire tout de suite pendant que les choses sont encore en mémoire. Oui, ce grand rêve, envoyer un homme sur Mars, ce sera peut-être accessible pour Thomas Pesquet, il n'a que 39 ans. Certes, mais plus probablement sur la Lune dans les 10 ans qui viennent, parce que Mars, il y a des problèmes technologiques, comme la protection contre les radiations, comme aussi la motorisation, comme éventuellement dans les scénarios où on fabrique une partie du véhicule de retour, en tout cas son carburant sur place, de savoir gérer des usines avec un haut niveau de qualité. Donc on n'en est pas encore à Mars, et puis sans parler d'ailleurs de la manière dont on se protège d'une éruption solaire, qui n'est pas... Quand on est en orbite de la Terre, on est à 4 heures du retour sur Terre. Si on fait un retour d'urgence, quand on est parti sur Mars, on est parti pour 6 mois. Aller, 6 mois retour, et puis quelques mois sur place, c'est-à-dire un voyage de presque 2 ans, 18 mois en tout cas, au minimum. Et les prévisions, dans ces cas-là, les prévisions d'activité solaire permettent pas d'avoir cette projection pour un voyage aussi long. Donc là, en cas d'urgence ou d'éruption violente, on est totalement démunis. Alors d'autres informations de la NASA, donc je vous le disais, l'équipage va bien, c'est quand même la nouvelle la plus importante, et en ce moment ce sont les équipes qui interviennent tout près du vaisseau Soyouz. La caméra est laissée assez loin de la capsule russe qui a atterri donc dans les steppes du Kazakhstan. L'idée c'est donc que les 2 hommes puissent sortir de cette capsule et ensuite soient pris en charge médicalement pour un check. On fait une vérification assez rapide, Jean-Pierre Aigneret, on vérifie quelques données pour que tout aille bien sur la santé, et ensuite on va prendre l'hélicoptère pour aller à l'aéroport. Oui, bien sûr, on regarde les premiers éléments médicaux basiques, la température, la pression artérielle, le rythme cardiaque, enfin le BABA. Et puis surtout, on prend des précautions concernant les problèmes de pression orthostatique pour éviter les syncopes du fait de ce long séjour dans l'espace. Donc on met des chaussettes de contention, des choses comme ça. Éventuellement, on alimente, on réhydrate, de telle manière qu'ils puissent voyager d'abord en hélicoptère depuis le site d'atterrissage jusqu'à la ville kazakh de Karaganda, qui est la 3e ville kazakh en termes de dimension, un centre minier d'ailleurs. Et puis là, de Karaganda, où il y a un aéroport, eh bien l'avion qui a été affrété par l'Agence spatiale européenne conduira Thomas vers le centre d'entraînement des astronautes européens de Cologne, alors que son commandant russe, alors ça c'est une chose qui est nouvelle, moi dans mon temps tout l'équipage restait intègre, jusque nous on avait une réhabilitation qui se faisait sur place à la Cité des Étoiles de Moscou, centre de contrôle. Bon là son commandant va revenir en Russie au Profilactour comme on l'a fait, comme je l'ai fait moi quand j'ai volé. C'est un petit peu dommage parce que le grand symbole de ces expéditions, c'est aussi une coopération internationale pour faire avancer la connaissance et aussi développer des technologies pour la sauvegarde de l'humanité, peut-être à terme, pour le futur. Et donc c'est... Enfin, on comprend en même temps, je ne veux pas accuser ici l'ESA, on comprend que chacun des spécialistes qui sont des partenaires à part entière veuillent aussi développer leurs propres mesures, leurs propres contre-mesures, parce que c'est un territoire d'expérimentation aussi. Les Russes, pendant très longtemps, étaient les grands spécialistes de la préparation des astronautes pour les vols de longue durée, pour la réhabilitation. Nous avons l'ambition d'être des partenaires à part entière, et c'est pour ça que le centre de Cologne s'est spécialisé dans ces activités. On va écouter cette séquence de la NASA qui nous dit que l'équipage va bien. C'est un atterrissage qui s'est bien passé et l'équipage se sent bien. Je ne sais pas comment ils savent ça. Nous attendons le retour de l'image depuis le site d'atterrissage, mais le trio qui restait à bord de la station internationale sous le commandement du Russe, et ils vont
reprendre le travail et ils vont fermer l'écoutille du véhicule et ils vont préparer la dépressurisation pour en fait, ils ont un jour entier de travail, ils ne vont pas pouvoir se reposer et il va y avoir un largage de Cygnus et ça va se dérouler dimanche matin. Voilà donc pour ces équipes qui pilotent cette mission qui donnent quelques informations, car oui, la vie continue à bord de l'ISS, bien sûr. La station spatiale n'est pas vide depuis le départ de Thomas Pesquet. Oui, alors Thomas Pesquet est pilote de ligne, pilote d'Airbus. Alors vous allez l'employer pour la 0G? Je vais rien dire là-dessus, mais forcément, ça fait longtemps qu'on y pense tous, donc voilà, on en parlera avec lui. L'avion 0G, on rappelle, c'est l'avion qui permet de simuler la pesanteur. On fait plus que simuler, on crée l'impesanteur. C'est la même. Alors, on peut le croire de la part d'astronautes qui l'ont vécu ou qui l'ont piloté des avions paraboliques. C'est la même chose qu'on ressent dans l'espace. Alors évidemment, c'est pas la même durée. On n'est pas sur des durées d'exposition de jours ou d'heures, mais ce sont des durées suffisantes, quoi qu'il en soit, pour développer tout un tas d'expérimentations qui, en 20 secondes, répétées plusieurs fois sur un vol ou sur plusieurs vols, permettent d'acquérir de la connaissance scientifique. 16h25 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, si vous n'avez pas suivi cette spéciale depuis le début, sachez que c'est fait vers 16h10. Donc Thomas Pesquet a atterri donc sur Terre. On va retrouver à Toulouse, à la cité spatiale, Aurélie Casse. Aurélie, bien sûr, on a vécu ce moment avec beaucoup de ferveur. Oui. Dans cette salle, plusieurs moments a applaudi. D'abord quand il est entré dans l'atmosphère et puis ensuite lorsqu'il a atterri, il y en a même qui ont crié. Parmi ces personnes qui étaient surexcitées, il y avait Dominique et Eric. Vous l'avez vraiment vécu à fond, ce retour sur Terre. Ah oui, c'était vraiment un moment extraordinaire. Vraiment, beaucoup de fierté parce que Thomas Pesquet est vraiment quelqu'un de gentil, de passionnant et de généreux. De la fierté, c'est ce que dit Dominique. Est-ce que c'est ce que vous aussi vous ressentez, Eric? Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on voit un retour en direct. On a vu plein de lancements en direct de Guyane. Et oui, franchement, c'est la fierté et puis la réussite totale. Enfin, on espère. Pour l'instant, on l'a pas vu encore. Oui, c'est ça. Maintenant, ce que vous attendez, là, on vous voit river les yeux sur l'écran depuis tout à l'heure alors qu'il ne se passe rien. Voilà. Ce que vous attendez maintenant, c'est de voir s'il est de retour en un seul morceau, quoi. S'ils sont en bonne santé tous les deux. Voilà, c'est surtout ça. Pareil. Les deux, surtout Thomas. Non, le russe aussi, Oleg aussi, bien sûr. Vous avez un regret quand même, c'est que les images étaient quand même d'assez loin, c'est ça? Voilà, la caméra était vraiment placée très très loin. On n'a pas réussi à voir véritablement l'atterrissage. On verra tout à l'heure. On attend la photo tout à l'heure. Voilà, il y a encore du suspense. Merci Aurélie. Merci Aurélie. En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. On va maintenant aller à l'aéroport de Karangada, j'ai vraiment du mal justement, Karangada, au Kazakhstan. Julia Delage, vous êtes sur place pour BFM TV car dans cet aéroport, Thomas Pesquet va arriver tout à l'heure en hélicoptère et une cérémonie est prévue. Des difficultés de liaison, bien sûr, c'est pas évident d'être en liaison avec le Kazakhstan. On va la retrouver dans quelques instants, donc on suivra aussi cette cérémonie d'accueil pour Thomas Pesquet dans quelques minutes. Et oui, parce que c'est très... Julia est là. Allez, on la retrouve. Julia, allez-y, vous êtes en direct sur notre antenne. Effectivement, ça a l'air d'être assez court, mais les autorités kazakhs ont tenu à rendre hommage aux deux astronautes. Une cérémonie est donc prévue ici, juste derrière moi. On nous l'annonce vers 19h30, 20h, heure de Paris. Une cérémonie pendant laquelle, si l'état des deux astronautes le permet, ils devraient revêtir l'habit traditionnel kazakh et ils pourraient, nous dit-on, aussi prononcer quelques mots, une fois encore, si leur état le permet. Et puis ensuite, très rapidement, les deux astronautes prendront un avion
réunion médicalisée direction Cologne et le centre européen des astronautes où ils pourront enfin embrasser leur famille. Merci Julia. Les premières images, vous les voyez, hein, donc c'est deux spationautes, Oleg Novitsky et Thomas Pesquet, que l'on voit ici sur Terre. Jean-Pierre Agnéret, on va essayer d'écouter ce qui se passe. Européen est entouré aussi de spécialistes européens. Ils viennent d'atterrir il y a 18 minutes et ils vont très rapidement être acheminés vers Karaganda. Voilà donc ces images que nous recevons. C'est Thomas Pesquet et Oleg Novitsky qui viennent d'arriver sur Terre. C'était donc l'atterrissage il y a 19 minutes maintenant. Ouais. Oui, Jean-Pierre Agnéret. Oui, il prend l'attention là. Ils sont en train de prendre l'attention là en ce moment. C'est son médecin. Il a le sourire. Oui, il a l'air bien. Il est en forme. Il n'est pas tellement blanc. Hein. Apparemment, il n'est pas malade du tout. Et puis voilà, en plus il lui prélève du sang. Oui. Bon, ils aiment bien ça, les médecins. Ça vous énerve? Vous avez vécu ça? C'est peut-être pas... Oui, des fois ça m'énervait un peu. Enfin, surtout quand on s'en apercevait pas, quand ils demandaient pas. Oui, ah oui, ils vous demandent pas la permission en plus. Si, quand même. Non, je plaisante. Mais ils aiment bien prendre des petits échantillons d'astronautes. Voilà, Thomas Pesquet qui a l'air très à l'aise. Il y a un téléphone satellite. Oui, téléphone. Ouais. Il parle donc à quelqu'un. Ah bah c'est peut-être M. Macron, non? Il est censé parler à Emmanuel Macron cet après-midi. À mon avis, il doit être en liaison avec le regardez, là, on voit le président avec un téléphone, non? Quitter la capsule après un atterrissage exactement à l'heure. Voilà, Thomas Pesquet, donc au téléphone satellite. On ne sait pas si la communication passe bien. Il était censé parler avec Emmanuel Macron, qui, sachez-le, le chef de l'État est en ce moment dans des locaux du CNES à Paris, et il est prévu qu'il parle quelques instants avec Thomas Pesquet. On ne sait pas si les deux hommes sont actuellement en communication. En tout cas, deux hommes qui ont 39 ans. Hein, ils ont le même âge, Thomas Pesquet et Emmanuel Macron. On peut inverser, peut-être. Non, pourquoi pas. Ou peut-être au téléphone avec ses proches. Parce que sa compagne est à Cologne, hein, en Allemagne. On a envie de quoi, Jean-Pierre Agnéret, comme ça, quand on vient d'atterrir après une telle mission? Bah là, on est un peu abasourdi par tous ces gens-là. Il faut savoir que quand même la vie, ces gens-là, c'est pas ces gens-là, c'est ses proches, c'est des amis, c'est des instructeurs, son médecin d'équipage. Donc on est. C'est presque trop. C'est presque trop en même temps, oui. Mais en même temps, si ça fait du bien, mais on ne sait plus où donner. Puis surtout, on n'a plus envie. On est à la fin des opérations. Donc il y a un relâchement total, puisqu'il n'a plus rien à faire. Un peu de nostalgie aussi d'avoir quitté cette mission, non ? La fatigue. Et puis bon, on lui donne un téléphone, on lui prend du sang. Donc déjà, c'est quand même une action d'opération. On va essayer d'écouter ce qu'il dit. Et puis surtout, il est en liaison avec le président, très probablement. D'accord. Voilà, on a juste entendu d'accord. Voilà, c'est peut-être pas au président. Thomas Pesquet est au téléphone avec quelqu'un, on ne sait pas qui encore. Il n'y a que deux personnes, sa compagne ou le président. Voilà. Alors, on nous confirme que c'est sa compagne, finalement, qu'il a au téléphone, c'est quand même normal. C'est pas un mauvais choix non plus. Sa compagne qui est en Allemagne, à Cologne, et bien sûr, ils se retrouveront ce soir. Il est attendu très tard dans la nuit, Thomas Pesquet, en Allemagne. Comment c'est vécu comme ça par les proches de telle mission? Ça doit être quand même assez difficile, non? Il y a de l'inquiétude, même si aujourd'hui, bon, les communications sont possibles, même depuis l'espace. Oui, donc ils restent très proches, et quand même, hein, ça fait une énorme différence. Hein. Moi, j'avais 30 secondes tous les 15 jours à peu près, hein, donc c'était pas grand-chose. Les proches ont le temps de s'y faire en général, puisque l'entraînement est assez long et elle vous accompagne, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Thomas, puisque je crois que sa compagne est fonctionnaire internationale. Oui. Et donc elle a aussi beaucoup de missions à l'extérieur. Mais je crois que les proches font partie intégrante de l'aventure, hein, toute proportion gardée, puisqu'on voit le président aussi, on a dit tout à l'heure que peut-être il parlait au président ou à sa compagne. Finalement, la compagne d'un président, elle est obligée, on ne peut pas faire des aventures comme ça tout seul. Il faut le faire forcément avec le support de son conjoint, et ça marche très bien. Hein, bien qu'ils aient chacun leur mission, Thomas et sa compagne, ils forment un couple extrêmement uni, et ça m'étonne
m'étonne pas d'ailleurs que son premier réflexe a été de téléphoner à sa compagne. On nous confirme qu'Emmanuel Macron va tenter de parler dans quelques minutes à Thomas Pesquet. L'homme que vous voyez ici, c'est Oleg Novitsky. Il a 45 ans, commandant de bord de Soyouz, ex-pilote de l'armée de l'air russe, père de 2 filles. Il a passé 5 mois dans l'ISS en 2012 et 2013 également. On va essayer d'écouter ce qu'il dit. Allô, faire plus fort. Ah voilà, sur l'écran de droite, vous voyez Emmanuel Macron. Il est en ce moment au CNES à Paris. Et il va tenter de parler à Thomas Pesquet via téléphone satellite, alors qu'on voit toujours le Russe qui est en train de parler à ses proches et son équipage, son entourage. Voilà donc les 2 spationautes qui sont arrivés sur Terre. Ils sont arrivés donc sur les steppes du Kazakhstan à 16h10. Ça fait 24 minutes maintenant qu'ils sont sur Terre et qu'ils parlent avec leurs proches et qu'ils subissent les premiers examens médicaux. Jean-Pierre Agnoret, ils ont passé 6 mois ensemble dans l'espace. Est-ce qu'ensuite, on garde des contacts comme ça avec ses compagnons de l'espace ? On ne se voit pas tous les jours, évidemment, parce que chacun vit. Mon commandant est à Moscou, mais très récemment, je l'ai fait inviter dans une conférence à Trouville et j'étais très content de passer ces moments avec lui. On reste très attachés, bien sûr. On a vécu en commun un voyage, une expédition, une exploration extraordinaire. Et ça, c'est un collectif qui a fait ce qu'a été la mission. Et puis c'est le commandant, en ce qui me concerne, et là en ce qui concerne Thomas aussi. Et le commandant, c'est celui qui doit décider, pas celui qui sait, c'est celui qui doit décider. Emmanuel Macron parle à Thomas Pesquet, on va l'écouter. Dans la recherche dans le spatial, et on va continuer à le faire ensemble. Depuis que vous êtes parti, il s'est passé pas mal de choses, mais vous êtes tenu informé, mais on vous fera un brief complet en rentrant. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures pour vous? Puis on va commencer assez rapidement d'après la mission, on va mettre en forme et puis continuer à partir de cette expérience. Ça reste avec le paysage, mais aussi en tant que avec moi en tant que cobaye pendant encore quelques semaines. Et puis ensuite je pense que j'aurai le plaisir de pouvoir au salon. Je vous le confirme. Je crois que cette nuit, Jean-Yves Le Gall sera là à votre arrivée à Cologne. La ministre sera là la semaine prochaine. Et nous verrons le 19. D'accord. Avec grand plaisir, Et surtout, je vous souhaite très vite de retrouver la famille et d'en profiter. Merci, je pense qu'il m'attend impatiemment et moi aussi, c'est sans doute la chose qui m'a le plus manqué pendant ces 6 mois. Oui, j'imagine. Bon, en tout cas, je vous redis, je ne veux pas vous fatiguer au-delà du raisonnable, mais je voulais vous dire combien nous sommes tous immensément fiers de vous. Vous entendez ? Donc voilà, vous avez suivi cet échange entre Emmanuel Macron et Thomas Pesquet. Emmanuel Macron qui a dit toute là. Et on le voit signer. Alors c'est une tradition, cette signature avec la craie. Vous l'aviez fait, Jean-Pierre Agnoret ? Bien sûr, oui. La mission s'est bien passée. C'est important de respecter les traditions. Ça fait partie d'une superstition aussi dans le milieu spatial ? Non, c'est les racines. Simplement, vous savez, nous, on est les descendants de Gagarine. Dans la station, il y a l'icône de Gagarine, enfin sa photo, qui est une icône. Et on sait ce qu'on doit à ceux qui nous ont tracé la voie. Et en reconnaissance, on observe les traditions qui datent de Gagarine. C'est un lien d'humanité.
Voilà Thomas Pesquet donc, qui est en train d'être amené sur cette grande chaise vers l'hélicoptère qui l'emmènera ensuite vers l'aéroport. On va retourner en Allemagne. On va aller à Cologne aussi en Allemagne. On va retrouver Fabien Crombé. Vous êtes avec Franck Devine, directeur du Centre spatial européen. C'est le patron de Thomas Pesquet. Exactement, nous sommes avec le patron de Thomas Pesquet. Déjà, est-ce que le patron est content de son employé? Mais certainement, je pense que ça a été une bonne retour au sol. On voit que Thomas est en excellente condition, donc on est tous très contents naturellement de l'avoir de retour. Et on l'attend ici cette nuit déjà à Cologne pour naturellement la continuation de sa mission, parce que maintenant il y a encore beaucoup d'expériences scientifiques qui doivent être exécutées ce soir, demain et naturellement les jours à venir. Le comité d'accueil chez les astronautes, en fait, c'est des biopsies et des tests. C'est quand même pas du champagne et des fleurs. C'est pas des champagnes et des fleurs, effectivement. La mission pour Thomas n'est pas finie. La mission, en fait, continue maintenant au sol. C'est plus dans l'espace, ça continue au sol. Et à peu près pendant les 6 mois qui vont suivre, maintenant, c'est vraiment une continuation de la mission. Et ce sera encore un temps très occupé pour lui. Quand vous le voyez là, il est comment ? Mais je pense que Thomas, il est en très bonne condition. On le voit, il est souriant, il est à l'aise. On le sait d'ailleurs très bien parce que s'il y a des équipages qui ne sont pas dans la même condition, normalement, on ne met pas le focus du caméra autant dessus parce que naturellement, on veut aussi que l'astronaute est à sa privacy. Mais ici, on voit que Thomas est en excellente condition. Il rentre là dans la tente médicale et là, on va enlever le scaphandre et on va continuer les tests médicaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et donc on vous laisse préparer son retour. Il a maintenant 6 heures de vol qui l'attend, il va aller dans l'aéroport kazakh, puis il a 6 heures de vol jusqu'à Cologne, il devrait arriver entre 3h et 4h du matin cette nuit. Tout à fait, l'atterrissage ici est prévu à 3h10 cette nuit, donc on va voir s'ils sont à temps ou pas. Merci beaucoup. Merci Fabien Crombé. Donc on voit Franck Devigne, le patron donc de Thomas Pesquet, le directeur du Centre spatial européen, a quand même annoncé la couleur. C'est pas fini, une batterie de tests médicaux attendent Thomas Pesquet. C'est sûr que ça va continuer. Ça va continuer. Ça va pas commencer, mais ça va continuer. J'ai des collègues de MEDES, c'est la poursuite de la mission en fait. Oui, complètement. Qui sont partis à l'heure qu'il est vers Cologne et qui vont dès ce week-end récupérer des données post-vol, immédiatement après le vol, parce que c'est important de pouvoir continuer à tracer l'évolution des données biomédicales pour pouvoir justement intégrer toutes ces données et pouvoir reconstituer le profil de réponse de l'organisme à ces adaptations multiples. L'adaptation au vol en impesanteur, l'adaptation pendant le vol, le retour et la réadaptation au sol. Donc tout ça, c'est vraiment très important du point de vue scientifique. Et Thomas fait partie d'une cohorte finalement. C'est pas Thomas Pesquet qu'on étudie, ce sont les astronautes en général. Et sur les études biomédicales... Parce que le but, c'est de voir aussi d'éventuelles applications pratiques. Alors, il y a ça aussi, oui. Il y a 2 types d'examens médicaux. Il y a les examens médicaux comme celui qu'on vient de lui faire là, qui sont liés à son état et après à sa remise en ordre, on appelle réhabilitation. Et puis il y a des expériences, alors typiquement des expériences qui ont été menées à bord, avant le vol, pendant le vol et après le vol, avec des outils spécifiques et qui sont liés à étudier une problématique pour la science, une problématique particulière. Donc il a 2 types d'examens médicaux auxquels il doit se soumettre et c'est ce à quoi... bien sûr, Devineux faisait allusion. Et du coup, ça fait un programme un petit peu chargé pour lui, effectivement, du point de vue médical. Alors justement, son programme, c'est quoi? Donc il va rester à Cologne, en Allemagne, pendant plusieurs jours. Et ensuite, il veut faire quoi? Et ensuite, je sais qu'il a un petit peu de temps de repos prévu dans les 10 jours qui vont suivre. Là, alors il y a une petite, je vais dire presque une pseudo-quarantaine, parce que c'est pas une vraie quarantaine, mesure où il va être complètement isolé, mais qui va lui permettre de récupérer sa mobilité, son système immunitaire. Son système immunitaire, ce qui est important parce que pendant 6 mois, il a été protégé. Il a vécu dans un environnement protégé. C'est comme une île finalement. Et là, le retour à la civilisation fait qu'il est quand même extrêmement sensible de ce point de vue-là. Donc, très belle image de Soyouz. Du Soyouz. Ouais. On voit le stress qu'a subi. On va écouter Emmanuel Macron qui s'exprime en ce moment. Comme nous venons de lui dire et nous continuerons à le faire, mais je voulais vraiment saluer le CNES, l'ESA, toutes les équipes, parce que je sais combien c'est un travail collectif, pour ne pas avoir oublié quelques-unes des activités auxquelles j'ai pu assister. Donc bravo vraiment à toutes et tous. On est extrêmement fiers de cette excellence française et européenne
qui est encore une fois aujourd'hui illustré. Merci à vous. Donc Emmanuel Macron qui a assisté à ce retour de Thomas Pesquet depuis des locaux du CNES à Paris. Il a pu parler à Thomas Pesquet. Il a fait part de son immense fierté. On regarde sur ces images. Donc on a vu tout à l'heure une tente, Jean-Pierre Aigneret. C'est pour les premiers check-up médicaux. Ça, c'est plutôt les équipes de secours. Il y a les hélicoptéristes, il y a des véhicules spéciaux. Par exemple, il y a des véhicules chenillés ou même avec des espèces de torsades qui permettraient d'extraire le véhicule si jamais il était dans une partie un peu humide, dans un marais. Et là, vous avez tous les hélicos qui ont participé à la recherche. Il m'a dit que ça allait. Je trouvais qu'il parlait bizarrement. Il m'a dit non, c'est juste qu'il y a trop de monde autour de moi. Et ça, on a dû raccrocher assez vite parce que le signal n'était pas très bon. Mais il se sent bien et tout va bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler avant qu'il parte hier soir, par exemple? Comment il se sent maintenant à l'idée d'être descendu? Alors je lui ai parlé hier soir, je lui ai même parlé ce matin. Il m'a appelé à 8h juste avant que les phases de fermeture du SAS commencent. Il était content de rentrer. Il était ému après la cérémonie de passage hier quand Peggy était très émue. Donc c'était un peu difficile, mais il était très excité de rentrer. Et je pense que maintenant c'est encore, il sent bien en tout cas. Est-ce que vous avez prévu ces prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que vous avez déjà un planning un peu défini au-delà des examens qu'il doit passer? Alors on a un planning. Malheureusement, c'est pas moi qui en suis responsable. Donc on a un planning de 3 semaines ici à Cologne. Thomas va rester 3 semaines à l'EAC pour des suivis médicaux, des expériences scientifiques qu'il doit continuer de conduire. Ça recommence dès demain. Et malheureusement, moi, je peux rester qu'une semaine. Il faut que je retourne travailler, mais je reviendrai le voir les week-ends. Et après, on aura une petite semaine de vacances à la fin du mois de juin, tous les deux. Vous avez beaucoup communiqué avec lui depuis qu'il est parti, mais le fait de le voir en chair et en os, c'est évidemment totalement différent. Oui, alors c'est vrai que c'est curieux parce qu'on a pu se parler tous les jours. On s'était promis d'y arriver et on a réussi. Des fois, c'était un petit peu rapide. Ça va bien? Oui, ça va. T'es où? J'étais un peu en déplacement. Lui, je savais où il était. C'était ça qui était pratique. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de le voir. J'ai envie de pouvoir parler. Et puis, de façon privée, en fait, j'ai envie de pouvoir lui parler, et le voir dans les yeux. C'est vrai que ça, on verra ce soir. Comment vous l'avez trouvé sur les images? Je l'ai trouvé en forme, il souriait, je trouvais qu'il était plutôt relaxé. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde autour d'eux, donc c'était pas toujours facile aussi d'être, de pouvoir, enfin quand il me parlait en tout cas. J'ai trouvé qu'il était un peu pâle aussi, parce qu'il n'a pas vu le soleil pendant 6 mois, ça se voit un peu. Mais bon, ça va, il revient pendant l'été, donc on pourrait régler ça assez vite en fait. Et vous, comment vous sentez-vous? Comment vous avez passé cette journée? J'ai travaillé ce matin pour rester occupée et puis je suis arrivée ici un petit peu avant le début des opérations de réentrée atmosphérique. J'étais dans la salle, dans une salle avec une console un peu à l'écart pour être un peu plus au calme avec un ami et puis les gens de l'ESA qui étaient là avec moi. Donc c'était un sentiment un peu de stress, mais dans un environnement relaxé, donc ça m'a beaucoup aidé. On vous a expliqué ce qui se passait, comment se déroulait la rentrée? Tout à fait, oui. J'avais suivi des vidéos, on m'avait expliqué, j'avais eu des briefings, donc les étapes je les connaissais. Alors c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas toujours la communication, on n'a plus d'images assez vite. Vous avez vu les images de la séparation de l'ISS ce matin, c'est impressionnant. Mais par contre, tout le reste de la descente, on peut pas le voir. Donc on essaie de voir, de comprendre des paramètres. C'est pas toujours facile, mais on est bien entouré et on a bien expliqué les choses. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il va vouloir faire en premier? En arrivant ce soir, je pense qu'il voudra dormir. Et on lui a dit de bien dormir dans l'avion. Il va arriver autour de 3h du matin. Ils sont levés à l'équivalent à l'heure horaire au milieu de la nuit. Donc il aura presque 24 heures sans dormir. Donc je pense que dormir, ce sera la priorité. J'ai entendu dire qu'il rêvait d'une douche chaude. Ah, il me l'a pas dit en tout cas. Est-ce que vous pensez retrouver un homme changé? S'il est changé physiquement, je l'aurais pas pu, enfin je le verrais pas. Donc oui, il aura certainement changé physiquement. On a été prévenu que les muscles, la masse osseuse, tout ça, ça peut changer. Pour le reste, on s'est parlé tous les jours, donc j'espère qu'entre ce matin et ce soir, il n'aura pas trop changé. Mais je l'ai vu un peu changer au fur et à mesure. Ouais, il a pris vachement de recul. C'est impressionnant cet effet là dont on nous parle nous tout le temps, overview
view effect, de voir quelqu'un qu'on connaît aussi bien, c'est assez impressionnant. Du recul sur quoi? Du recul sur donc sa vision de la Terre, sa vision des événements qui nous affectent tous les jours. Nous ici, ils ont un recul qui est très différent. Il en parlait souvent dans ses posts sur les photos qu'il publiait. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu grandir en lui au cours de la mission. Justement, avant son départ, vous attendiez à ce qu'il devienne une personnalité médiatique comme ça, qui communique autant avec les gens? Alors qu'il communique, oui, parce qu'il a toujours été comme ça. Qu'il y ait autant de gens qui s'y intéressent à la mission, on peut jamais vraiment s'y attendre. Non, on a été surpris, très agréablement surpris, parce que c'est vrai que ça remplit un peu de fierté de voir que le travail qu'il fait intéresse les gens et qu'il le fait bien. Mais ça, je savais qu'il allait communiquer, parce que c'est quelqu'un qui aime partager ce qu'il fait. Et il le fait pas pour lui, il le fait pour les autres, comme il le dit souvent. Et vous allez devoir le partager, vous, maintenant? J'espère pas tout le temps, mais à ça aussi on est entraîné, parce que ça a commencé dès le début de l'entraînement il y a plusieurs années. Donc pour tout ce qui est planning, organisation, ça on sait faire. Mais on m'a bien prévenu que la mission c'était le plus facile et que c'est les 6 mois après qui sont les plus durs. Donc je suis préparée. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Je peux vous voyez ces images. Voilà pour la compagne de Thomas Pesquet qui répondait donc à quelques questions depuis Cologne, où donc elle l'attend avec impatience ce soir. On va retrouver maintenant Baptiste Pesquet. Bonjour, vous êtes le frère de Thomas, vous vous trouvez en ce moment à Mérignac. Alors, soulagé quand même de le revoir, ça y est, de retour sur Terre? Oui, tout à fait, bonjour. Soulagé, alors le revoir, pas encore tout à fait en chair et en os, il va falloir attendre quelques jours pour ça. Mais pour le reste, oui, très content, très heureux, soulagé d'avoir suivi ça et d'avoir vu que tout se terminait bien, c'est très bien. Alors sa compagne vient de dire qu'elle l'a trouvé en forme, souriant, relaxé, un peu pâle. Vous diriez la même chose d'après les images que vous venez de voir en direct avec nous? Oui, alors j'ai pu voir que quelques secondes d'image. Moi, je l'ai trouvé effectivement déjà souriant. Il avait l'air bien. Parfois, la descente est un peu mouvementée et en fonction de la manière dont le Soyouz se pose, ils peuvent sortir pas forcément très en forme. Et là, Thomas, je l'ai trouvé bien. Pâle, on verra. C'est peut-être l'image. Effectivement, il n'a pas beaucoup bronzé ces 6 derniers mois, c'est sûr. Est-ce que durant sa mission, vous avez pu être en contact régulier avec lui? Est-ce que vous avez pu lui téléphoner? Est-ce qu'il vous a téléphoné? Oui, on a été en contact régulier par email. On a échangé des mails sur pas forcément des sujets en rapport avec ce qu'il faisait, plutôt nos passions communes, loisirs, basket, vie quotidienne, etc. Et il m'a téléphoné à peu près toutes les 2 semaines. Enfin, c'était pas régulier, c'était en fonction de ce qu'il avait à faire au cours de sa mission, mais je l'ai eu régulièrement au téléphone jusqu'à cette dernière semaine. Alors son avenir, sans nul doute, c'est le ciel et les étoiles. Est-ce que vous appréhendez qu'il reparte un jour, peut-être, dans l'espace, ou bien est-ce que vous l'incitez à continuer? Non, alors j'appréhende pas, parce que l'appréhension, elle est plutôt la première fois, parce que quand tout est inconnu, tout l'aspect technique, etc. Et là, j'avoue qu'on a été, nous, ses proches, assez rassurés parce qu'on avait vu au cours de la visite à Moscou, juste avant son départ. Donc non, j'appréhende pas. C'est vraiment un choix qui lui appartient. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lui-même ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Il y a plein de paramètres là-dedans qu'il maîtrise pas forcément. Donc là, on est plutôt sur le quotidien. Il revient, on le retrouve. Il faut qu'il se réhabitue à sa condition de terrestre, et après, voilà, il a tout le temps, on verra. Alors on l'a vu très occupé dans l'espace, entre ses missions, ses expériences, mais aussi ses photos. Est-ce qu'il a eu le temps de suivre vraiment l'actualité de ces derniers mois? Par exemple, ce président américain qui pose des problèmes à la planète Terre en ce moment. Alors, je ne sais pas s'il est au courant de ça. Je pense que là, il a sûrement zappé un peu les derniers jours. Il était, à mon avis, occupé à autre chose. Mais on a quand même suivi. On a discuté un peu actualité, politique, etc. pendant la campagne présidentielle notamment. Ça lui permettait aussi de remettre un peu virtuellement les pieds sur terre et de pas être complètement coupé. Déjà qu'ils sont coupés du monde physiquement, ils sont complètement dans un autre univers. Donc il s'est tenu au courant, il s'est informé, on a essayé
voilà, de faire en sorte qu'il soit au moins un minimum informé. Après, pour ce qui est de l'accord de Paris, non, je ne pense pas qu'il soit au courant. Ça ne va pas lui faire très plaisir à mon avis, mais bon, comme beaucoup de gens. Merci beaucoup Baptiste Pesquet, vous êtes le frère de Thomas. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Allez, on va retourner donc au Kazakhstan. On va aller à l'aéroport de Karaganda où nous attend Julia Delage et où Thomas Pesquet est très attendu, puisque une cérémonie va être donnée en son honneur et en celle donc de son collègue russe, le cosmonaute Oleg Novitsky. Effectivement, ça risque d'être assez court, mais les autorités kazakhes ont tenu à rendre hommage aux deux astronautes. Une cérémonie est donc prévue ici, juste derrière moi, dans cet aéroport de Karaganda au Kazakhstan. Une cérémonie, je vous l'ai dit, assez courte, qui est prévue aux alentours de 19h30, 20h, heure de Paris, et pendant laquelle, si l'état des deux astronautes le permet, ils devraient revêtir l'habit traditionnel kazakh et ils pourraient même, nous dit-on, prononcer quelques mots ici, mais une fois encore, si leur état le permet. Thomas Pesquet et Oleg Novitsky embarqueront alors ensuite, juste derrière moi, dans un avion médicalisé, direction Cologne et le Centre européen des astronautes pour subir encore quelques tests médicaux, mais surtout retrouver en chair et en os leur famille. Merci beaucoup, Julia. Alors qu'on voit toujours cette image du vaisseau Soyouz, Serge Brunier, un vaisseau qui a souffert avec le bouclier thermique, avec la température, et il retombe par terre. Alors, il a souffert, mais il est surtout minuscule. C'est ce qu'on découvre en regardant ces images. C'est absolument incroyable que cette toute petite météorite vienne du ciel. Ça a dû tracer une jolie étoile filante dans le ciel en descendant à 28 000 km/h. Moi, j'ai une pensée pour Peggy Whitson, qui est toujours là-haut. Et oui, dans l'ISS. Et qui, du coup, va battre son record personnel en passant 9 mois dans l'espace. Et ça la projettera en tout avec ses différents vols pratiquement. Elle avait vraiment envie de rester plus longtemps 620 jours. Oui, je crois qu'elle est. Et puis, c'est surtout qu'elle aime retourner dans l'espace. C'est loin d'être sa première mission. Et elle aura un record à 620 jours au total dans la Station spatiale internationale. Alors, on n'est pas encore au record absolu de notre Russe, Gennady Pedalka, qui a passé 2 ans et demi en tout dans l'espace, mais ça commence à venir. Je crois que l'Agence spatiale européenne commence à réfléchir à des vols de plus de 6 mois. Voilà de nouvelles images. C'était tout à l'heure, donc à 16h10. C'est l'atterrissage d'une fumée incroyable, c'est de la poussière, on imagine. Oui, c'est la poussière qui est la poussière et la fumée, les deux. La combustion des moteurs et la poussière du sol. Les moteurs qui ont permis de ralentir la descente sur Terre. Au dernier moment, oui. À 70 cm du sol, là, les tuyères s'allument pour ralentir encore un peu. C'est seulement à moins d'1 mètre. Ah oui, c'est extrêmement près du sol, oui. Donc c'est au tout dernier moment pour éviter un impact un peu trop fort. Un peu trop violent, oui. Il est tombé à quelle vitesse ? On voit la sortie donc, des astronautes. Ça s'est passé tout à l'heure, bien sûr. Et les images nous parviennent seulement maintenant. Donc le souriant, le russe. Oleg Novitsky, 45 ans, qui était le commandant de bord de ce vaisseau Soyouz. Voilà. Lui, il va repartir à Moscou. Il ne va pas aller à Cologne. Les deux hommes vont se séparer. On voit toute son équipe autour de lui. Voilà, donc c'était pour ces images qui ont été tournées tout à l'heure, alors qu'on voit encore l'atterrissage dans les steppes du Kazakhstan. De très belles images, c'est la fin de la journée. Il va bientôt faire nuit d'ailleurs au Kazakhstan. On peut observer qu'il se pose pas très loin d'une étendue d'eau, ce qui aurait posé un problème. C'est prévu, j'imagine. C'est prévu, mais ça rend toujours les opérations beaucoup plus compliquées. Voilà, donc il y a beaucoup de chance jusqu'au bout. Il y avait 6 hélicoptères au moins qui filmaient cet sur place, atterrissage. 600 un peu plus loin. Non, 6 à 600 km un peu plus loin, pardon. Tomber dans un lac, c'est arrivé avec Soyouz 23. Oui, d'ailleurs, le cosmonaute avait été traité de Morskoï parce qu'en fait, il avait une formation de marin. Et donc, on a trouvé que c'était normal que le premier cosmonaute qui se pose dans un lac soit un marin. Sauf qu'ils avaient attendu pratiquement 24 heures pour être délivrés, si je me souviens bien. Oui.
On va retrouver maintenant Bernard Comet, donc, qui est médecin des astronautes. Merci, bonjour d'être en direct sur BFM TV. Donc tout s'est bien passé, hein. L'atterrissage s'est effectué sans encombre. Les astronautes maintenant passent toute une série de tests médicaux. Hein. Premier test pour voir s'ils vont bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Oui, c'est ça. Donc, Thomas est rentré dans la tente, une tente qui est à quelques dizaines de mètres de la capsule. Là, on lui enlève le scaphandre Sokol, il revêt des sous-vêtements chauds et secs surtout. Et s'il a besoin, on peut lui faire des injections si en particulier il souffre du mal de terre. On resserre aussi son pantalon quintavre, hein, le pantalon de contention qui lui permet de tenir la position debout. Et on se redirige vers l'hélicoptère dans lequel généralement l'astronaute est épuisé et dort. Voilà, c'est généralement ce que j'ai vécu moi aux 7 retours que j'ai suivis. Sur ces images qu'on voit, on a l'impression qu'il est plutôt en forme, souriant, relaxé. Est-ce que ces images sont trompeuses? Est-ce que vous avez de premières nouvelles sur son état de santé? Non, j'ai pas reçu de nouvelles. Sur place, il y a une médecin française qui s'appelle Brigitte Godard, qui travaille à l'EAC, hein, et qui travaille pour le MEDES comme moi. Et elle l'accompagne dans l'hélicoptère, dans l'avion d'évacuation sanitaire. Et elle va suivre les premiers jours de sa récupération à Cologne dans une facilité de réhabilitation qu'on appelle Enviab. Voilà. Merci beaucoup Bernard Comet d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Il est quasiment 17h.